by Globals. Salut à tous, je suis Fabrice Dou. Merci de nous retrouver au cœur de cette autre édition de Regard sur le monde qui s'intéresse bien entendu à la situation du côté de la Chine où le programme nucléaire du pays, donc au cœur d'une véritable tempête informationnelle. Ces dernières semaines, des fuites d'informations sensibles ont émergé, suscitant une avalanche de commentaires à l'international. Dans les médias occidentaux, le récit dominant évoque une purge au sommet de l'appareil militaire chinois, renforçant l'image d'un régime instable et opaque. Mais cette lecture évacue une question essentielle, celle d'une possible trahison interne impliquant le plus haut niveau de la hiérarchie militaire locale jusqu'au chef d'état-major de l'armée populaire de libération. Pourquoi ce scénario est-il largement absent des analyses? Est-ce un angle mort, un choix éditorial ou une simplification stratégique du récit au-delà donc du cas chinois? Cette affaire interroge le rôle des médias occidentaux dans la construction des perceptions géopolitiques, informées ou orientées, et quelles conséquences ces fuites peuvent-elles avoir sur l'équilibre stratégique mondial et la crédibilité de la dissuasion militaire chinoise. On revient de fond en comble sur ce scénario avec nos invités qui sont avec nous en plateau pour en parler justement. Docteur Joseph Essoussé, vous êtes à nos côtés, analyste géopolitique. Merci infiniment de nous accompagner au cœur de cette réflexion. Bonne année déjà à vous, docteur. Bonne année, mon cher Fabrice Doum. Je crois que c'est la première fois depuis la nouvelle année sur le plateau de Globals. Alors, je suis réjoui de cette invitation que vous m'avez, n'est-ce pas, faite. Et je voudrais, je ne sais pas, profiter pour adresser également mes meilleurs vœux à toute la technique de Pan-African Media et beaucoup plus à notre cher Adrien qui est à la réalisation. Sans ces gens, nous ne serions, n'est-ce pas, nous rendre audibles et visibles. Très souvent, nous leur arrachons la vedette, pourtant, c'est eux qui déploient toute la magie. Ce sont les hommes de l'ombre, en tout cas. Ah oui, pour que nous soyons vus. Mais c'est aussi ça, le corps. Il y a des parties du corps qui sont souvent plus mises en relief que d'autres. Ça ne fait pas des autres qui sont moins vus, moins de parties que d'autres. C'est ça le corps, tout est ensemble. Et je voudrais profiter pour adresser mon fraternel salut à tous nos millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers nos plateformes numériques et derrière leur petit écran, leur témoigner de tout, n'est-ce pas, l'affection que nous ressentons pour eux. Merci à vous, docteur Joseph Essoussé. Un autre invité avec nous, docteur Achille, que vous êtes expert en haute finance. Merci de nous retrouver depuis votre position géographique aux États-Unis, où il est pratiquement, je crois, 12h07. Bienvenue à vous, docteur. Oui, 10h07 ici, pas 12h, 10h, ici dans la côte Est. Merci pour l'invitation, Fabrice. Je suis désolé d'être en retard, c'est pas mes habitudes. Je pense que on a eu des petits soucis ici techniques, mais ça va. Je pense qu'on est important ce constat-là et qu'on puisse partager, n'est-ce pas, ce débat avec nos téléspectateurs à travers le monde. Merci pour l'invitation une fois de plus. Taille Forceman, chroniqueur international, va nous rejoindre dans un court instant. Mais avant, monsieur, de nous intéresser à l'actualité du côté de la Chine, disons un mot sur le continent africain avec donc notamment la démarche de l'Union, que dis-je, de l'Afrique du Sud, qui a donc décidé de claquer, mais cela de manière momentanée, le club du G20, longtemps considéré comme la voie diplomatique du continent africain. L'Afrique du Sud traverse une zone de turbulence, faut le dire ainsi, au sein donc du G20. Son positionnement interroge après donc l'annonce d'un retrait du G20, un retrait stratégique assumé ou un simple affaiblissement progressif de son influence au moment où Pretoria et Washington semblent être à couteau tiré sur bien des sujets, notamment sur la question d'Israël. On a véritablement vu le gouvernement du président Cyril Ramaphosa se dresser finalement contre la démarche de Benjamin
Benjamin Netanyahu, allant effectivement jusqu'à le traduire devant la Cour de justice internationale, une pomme de discorde que n'a jamais digéré jusqu'ici Donald Trump, qui a d'ailleurs décidé de boycotter de manière significative le dernier sommet du G20 qui s'est déroulé du côté de l'Afrique du Sud. En multiplex avec nous, effectivement, depuis Johannesburg, nous avons notre ami qui est en multiplex avec nous, Alain Roche-Ngatia, qui nous retrouve dans le cadre de cette édition. Alain Roche-Ngatia, on va commenter très rapidement avec vous cette actualité sud-africaine. Alors, le retrait de l'Afrique du Sud, de votre point de vue, est-il un acte de souveraineté ou une capitulation face à des pressions extérieures? Bienvenue à vous. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tes auditeurs. Merci de m'avoir invité. Bon, j'essaye autant que faire se peut de te donner quelques réponses à tes préoccupations. Je ne serai pas très long, tu sais. Est-ce que la décision de l'Afrique du Sud de se retirer temporairement, parce qu'il faut dire que c'est temporairement du G20, dont il est membre fondateur, est un acte de capitulation ou un acte de souveraineté face à la pression étrangère? Je vais dire d'office que c'est un acte de souveraineté. C'est pour sauvegarder sa dignité d'État, membre fondateur, que l'Afrique du Sud se retire temporairement. Toute la présidence de Trump durant du G20 pour préserver son honneur, préserver sa dignité, parce que depuis que Trump est revenu, il faut le dire, au pouvoir, il a beaucoup manqué de respect à l'Afrique du Sud. Et le peuple sud-africain, quant à lui, n'a pas toléré ça. Ils ont fait même des marches pour demander à Trump de foutre le camp à l'Afrique du Sud parce qu'ils n'ont pas besoin de lui, ni de l'Amérique. Donc, c'est un peu ça. Capituler, non. C'est vrai que Trump a commencé les hostilités en déclarant une farfelue histoire de génocide contre le blanc, ce qui n'est pas prouvé. Lui-même, il ne peut pas démontrer ça. Déjà, il y a une délégation de Blancs qui sont partis d'ici pour aller dire à Trump que c'est faux. Et ils ont donné des preuves à Trump de ce que c'est faux. Bon, à côté de ça, il y a aussi le fait que Trump a menacé, non seulement Trump a refusé de venir prendre le titre de nouveau président du G20 ici en Afrique du Sud pendant la présidence de l'Afrique du Sud, ce qui est un acte diplomatique de manque de respect, de mépris. Et il serait malsain pour l'Afrique du Sud de se présenter là-bas après qu'il ait obtenu cette présidence-là avec mépris. Parce qu'il avait carrément demandé à son ambassadeur en Afrique du Sud de venir participer à la passation du témoin. Et le président sud-africain avait été instruit par le Parlement sud-africain de ne pas accepter qu'un ambassadeur vienne recevoir le pouvoir de lui. Il n'a pas qualité. Au moins le vice-président américain ou le ministre des Relations extérieures. En dehors de ça, ils ne donnent pas. Ils vont mettre ça ils vont mettre ce truc de commandement dans un courrier diplomatique et envoyé là-bas. Donc, c'est comme ça. Et comme en Afrique du Sud, on applique la politique de retaliation, c'est justement ce qu'ils ont fait. Trump a dit qu'il ne devait pas les inviter parce qu'ils avaient refusé de lui donner ce pouvoir-là de cette façon. Ils avaient fait qu'il déplace un officiel américain des États-Unis pour venir prendre ça ici. Il avait dit qu'il ne les invitera pas, qu'il ne leur donnera pas le visa pour être là. Et du coup, ils ont accepté ce challenge, malgré que la Grande-Bretagne et les autres pays membres du G20 avaient fait la pression sur les États-Unis pour que les États-Unis respectent leurs obligations en tant que membres fondateurs du G20, de respecter tous les membres du G20, y compris l'Afrique du Sud.
Alors, du coup, Trump était obligé d'extendre son invitation à Pretoria, qui a cette fois-ci refusé en disant « Vous nous avez méprisés et nous, on ne prend pas part à vos choses. Tant que Trump est président du G20, l'Afrique du Sud ne prend pas part. » Et c'est une décision qui vient du Parlement. Ce n'est pas seulement le président qui a pris cette décision. Le Parlement sud-africain, le portefeuille des affaires internationales a décidé comme ça. Et le président a simplement appliqué. Donc, c'est ça. Et le peuple est d'accord avec cette décision dans sa majorité. Il n'y a que quelques blancs qui sont contre ça, notamment les gens du DI et l'Alliance démocratique qui refusent cette décision. Mais ils la comprennent quand même. Voilà. Bonsoir Fabrice, bonsoir à tes auditeurs. Merci de m'avoir invité. Alors, Ngatian dit, docteur, c'est une suite assez logique de la part du gouvernement sud-africain au-delà de son caractère souverain longtemps convoqué tout à l'heure. Alors, Ngatian, quand vous êtes interdit de pouvoir siéger dans une organisation pour laquelle vous êtes d'ailleurs membre fondateur, eh bien, le seul honnête qui vous reste, c'est de vous retirer, même si c'est un retrait même si c'est un retrait temporaire. De l'Afrique du Sud. Je pense que c'est très important de penser à cela. Il y a une histoire derrière cette affaire, notamment Trump qui, dans son esprit, n'est-ce pas, du XXe siècle, n'est-ce pas, qu'il traîne partout dans le monde, alors que nous en sommes au XXIe, et il veut imposer, n'est-ce pas, les méthodes de ce siècle-là, n'est-ce pas, aujourd'hui, ce qui ne passe pas. Donc, moi, je pense que alors, disons, que signifie ce retrait, n'est-ce pas? Que signifie ce retrait de l'Afrique du Sud? D'un côté, on peut y voir, à mon avis, un acte de stratégie et de dignité, n'est-ce pas? Face à une présidence américaine agressive, n'est-ce pas? Qui instrumentalise parfois les sommets internationaux pour régler des comptes politiques. Donc, Pretoria refuse, n'est-ce pas, de jouer le rôle de figurant africain, n'est-ce pas, sur une scène qui est écrite ailleurs. Donc, en se mettant en retrait, n'est-ce pas, un retrait temporaire, eh bien, l'Afrique du Sud envoie un message, c'est-à-dire que le G20 ne peut pas devenir un club, n'est-ce pas, où les puissants dictent leur, n'est-ce pas, le desiderata, tandis que les autres sont sommés d'applaudir ou d'accepter. Donc, l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, pense que laisser l'Union africaine désormais, qui est désormais membre à part entière, n'est-ce pas, porter l'essentiel discours africain est une option en attendant de revenir à la table, n'est-ce pas, une fois que cette phase sera passée. Donc, mais de l'autre côté également, il serait aussi naïf, n'est-ce pas, d'ignorer les risques. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, c'est une puissance industrielle diplomatique et même est membre des BRICS, n'est-ce pas, que vous connaissez tous, avec une certaine expérience des négociations sur plusieurs sujets, notamment des sujets dont, n'est-ce pas, comme la dette, n'est-ce pas, la dette, le réchauffement climatique, et puis un certain nombre de décisions, n'est-ce pas, gouvernementales mondiales. Donc, son absence, n'est-ce pas, peut réduire mécaniquement le poids africain sur des décisions ou alors sur des discussions où se décident des règles de jeu financier dans le monde. Donc, je peux penser ici, n'est-ce pas, aux conditions de transition énergétique ou alors certaines normes qui peuvent impacter, n'est-ce pas, les économies africaines pour l'avenir. Donc, l'Afrique, n'est-ce pas, bénéficie pour le moment d'un double relais, l'État prétorien, qui est l'Afrique du Sud, et l'Union africaine, qui sont tous capables de jouer à la fois le rôle de pays pivot, n'est-ce pas, qui représentent effectivement le continent africain, et d'une entité qui peut faire valoir ses atouts, n'est-ce pas, dans des cercles
n'est-ce pas, continentaux et internationaux. Donc, pour moi, la vraie question pour nous autres, les panafricanistes, c'est non pas de savoir, n'est-ce pas, si cette sortie est courageuse ou alors est une sortie lâche, n'est-ce pas, mais c'est de savoir si cette sortie est une sortie continentale ou nationale. C'est-à-dire que un retrait peut être stratégique, n'est-ce pas, s'il s'inscrit, n'est-ce pas, dans une certaine offensive, n'est-ce pas, coordonnée, n'est-ce pas, au niveau africain. C'est-à-dire qu'on donne le mandat, n'est-ce pas, à l'Union africaine, n'est-ce pas, on positionne, n'est-ce pas, on a une position commune sur certains sujets, notamment la dette, les financements, etc., les inégalités, etc. Donc, il y a cela, et dans ce cas-là, l'Afrique du Sud ne se retire pas, n'est-ce pas, pour se mettre de côté, mais pour pousser l'Union africaine au premier plan, n'est-ce pas, en essayant de transformer, n'est-ce pas, un symbole national en stratégie collective. Maintenant, si ce retrait reste isolé, n'est-ce pas, c'est-à-dire sans agenda africain commun, alors cela peut risquer de se transformer en affaiblissement concret, n'est-ce pas, de la voix du continent. Donc, nous aurons, pour protester ou commenter sur les plateaux, mais n'est-ce pas, on aura moins de capacité réelle à peser là où les décisions se prennent. Donc, je pense que l'Afrique ne peut pas se contenter de quitter la table. Pas, elle doit être présente. Donc, pour être clair par rapport à ma position, je pense que le retrait sud-africain, n'est-ce pas, ce n'est ni stratégique, ou plutôt, est stratégique s'il est accompagné d'un sursaut panafricain. Bon, sinon, il devient juste un luxe politique que nos peuples ne peuvent pas se permettre en ce moment. Donc, entre la dignité de dire non et la nécessité d'être présent, n'est-ce pas, à mon avis, la seule voie cohérente, c'est la voie africaine unifiée, n'est-ce pas, portée par l'Union africaine, mais appuyée par des grandes puissances régionales. Donc, ce retrait peut être un moment de bascule, n'est-ce pas, vers plus de souveraineté régionale ou africaine, on va dire, ou alors le début d'un G20 qui va apprendre à se passer de l'Afrique. Donc, à nous de décider dans quel scénario nous voulons entrer. Docteur Essosé, on vous retrouve davantage autour de cette démarche de l'Afrique du Sud. En tout cas, jusqu'ici, officiellement, il est dit de côté de Pretoria qu'on va revenir au sein de ce G20 une fois que la présidence aura tourné la main, du moins aura tourné donc du côté des États-Unis d'Amérique. Aussi longtemps que la présidence est maintenue pas par les USA, le président Cyril Ramaphosa ne compte véritablement pas, en tout cas, collaborer au sein de ce grand forum international mondial. On évoque davantage ce bras de fer qui persiste notamment entre Trump et Cyril Ramaphosa sur bien des sujets. La question notamment de ce qu'il qualifie comme une minorité blanche sud-africaine qui serait marginalisée, en tout cas sont les propos de Donald Trump. De l'autre côté, Cyril Ramaphosa qui dénonce le soutien tacite des États-Unis sur la démarche génocidaire de monsieur Benjamin Netanyahu sur bien des sujets, Gaza est derrière la première ligne de front. Jusqu'où va-t-on, jusqu'où peut aller finalement, jusqu'où ira ce bras de fer finalement entre USA et l'Afrique du Sud? Alors, moi, le problème sud-africain et les positions de l'Afrique du Sud suite, n'est-ce pas, au passage des témoins pour la conduite du G20 des États-Unis, nous interpelle. Déjà pour dire que le monde a changé, alors que les anciens maîtres sont restés sur les grands chevaux, croyant que les relations sont toujours de maître à esclave, que vite on se rend compte de ce que l'esclave d'hier a changé de posture et n'accepte plus, n'est-ce pas, cet impérialisme brutal à son endroit. Il faut déjà le dire, parce que qui l'aurait imaginé qu'une nation africaine pouvait passer, n'est-ce pas, un savon aux États-Unis. C'est un acte assez fort. Et cela interpelle aussi les diplomaties africaines. Pour nous autres qui manipulons, n'est-ce pas, les relations internationales au quotidien,
Les relations internationales sont des relations d'égal à égal, mais de mutuel respect, il faut le dire. Mais lorsque nous voyons les agissements de Trump depuis un temps, non seulement il y a beaucoup de mépris, mais beaucoup de méchanceté et même de dévalorisation de la race noire. Vous voyez, ce même Trump, depuis un temps, s'érige, n'est-ce pas, en semeur de troubles sociaux et même tribal. Regardez un peu, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on veut comprendre. Regardez, M. Trump, pour justifier ses agissements au Nigeria, ses bombardements au Nigeria, parle d'un conflit de chrétiens à musulmans, très dangereux. Vous savez, c'est que ce type de conflit, des personnes de race, de tribus, de religions, ont souvent entraîné sur la terre des génocides. Nous avons pour preuve, République centrafricaine. voilà, la République centrafricaine. Nous avons pour preuve le Rwanda plus loin. Donc, vous voyez, monsieur Trump, Des questions ethniques. des questions ethniques. Le même monsieur Trump revient en Afrique du Sud. À peine il a pris le pouvoir, qu'il met sur la table une question de race. Lorsqu'on sait ce que l'Afrique du Sud a subi avec ce phénomène d'apartheid, ce phénomène racial, personne n'aimerait revoir ou alors entendre parler de son passé macabre. La ségrégation a fait des millions de morts en Afrique du Sud. Alors qu'on a tourné le dos à cette histoire, M. Trump, au nom de quoi, ramène cela sur la table. Rappelez-vous qu'il y a quelque temps, un ministre camerounais, dans une démonstration, avait évoqué les questions du génocide juif. Vous avez vu la réaction de la diplomatie, n'est-ce pas, israélienne. Ça ne s'est pas fait attendre que la même nuit, ils ont écrit, attribuant cela non, attribuant cela ils ont parlé d'incidents diplomatiques. Alors, le même Trump ne voit pas ce qui se passe, n'est-ce pas, au niveau en Israël, c'est-à-dire que les Juifs attaquant, n'est-ce pas, les Arabes, les Palestiniens. M. Trump n'a jamais décrié ce phénomène. Alors, il se passe donc que, quand Trump prend le pouvoir, à peine il arrive, l'un des premiers actes, il s'est fait remarquer négativement, parce que moi, je l'ai toujours dit, M. Trump, c'est quelqu'un qui est, je ne sais pas, et il a besoin qu'on refasse ses coups de communication et ses coups de diplomatie. Alors, il arrive au pouvoir, il attaque l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est allée en réaction. Diplomatiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même mis sur pied, n'est-ce pas, toute une délégation qui s'est rendue aux États-Unis pour apporter le démenti, ce que les États-Unis n'ont jamais fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais revenus sur leurs propos. Alors, curieusement, on part de là, quelques temps après, avec les conflits israélo-palestiniens, comme tout chef d'État, c'est un problème diplomatique qui touche la géopolitique, n'est-ce pas, mondiale. L'Afrique du Sud s'est prononcée. Comme plusieurs chefs d'État se sont prononcés contre le massacre. Sauf que Trump en veut à l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud ne s'est pas arrêté à la dénonciation. J'arrive. Allez-y. J'arrive. Alors, l'Afrique du Sud s'est prononcée comme tout le monde. Alors, M. Trump a un problème aujourd'hui. Lorsque vous attaquez le problème juif, et je l'ai dit dans plusieurs médias, ce n'est pas les Juifs qui courent derrière les États-Unis. On a plutôt un effet contraire. Les États-Unis sont à la solde, n'est-ce pas, d'Israël. Lorsque vous prononcez sur la question d'Israël, vous êtes comme caricaturé, antisémite, clair. Et M. Trump, vous devenez... Et nous savons pourquoi. Parce que vous saviez qu'aujourd'hui, dans tous les systèmes sécuritaires, les systèmes scientifiques, n'est-ce pas, des États-Unis, à 80% ce sont les Juifs qui tiennent ces systèmes. Vous le savez. Alors, M. Trump s'est dit, s'attaquer contre les Juifs aujourd'hui, c'est un caillou dans sa chaussure. Ça peut avoir un effet retour négatif contre sa politique. Alors, il est obligé. Le voilà qui va donc taxer les Sud-Africains de tout, au point de ne pas se faire présent pendant, n'est-ce pas, le sommet, le sommet du G20. Lorsque nous prenons, n'est-ce pas, les règlements du G20, le chef d'État n'est pas présent, il peut se faire représenter par son vice-président parce qu'ils ont un système de vice-président. Il y a le ministre des Relations extérieures, c'est-à-dire
ils ne se font pas représenter. Monsieur Trump l'a dit clairement qu'il n'ira pas parce que il n'est pas pour la politique sud-africaine. Naturellement, l'Afrique du Sud a dit il n'y a pas de souci. Nous, si nous ne ferons pas, et Alain Rochingacha l'a bien expliqué, ils ont utilisé les moyens diplomatiques, les moyens scientifiques à leur portée, et c'est reparti. Monsieur Trump a décidé en communiquant. Alain Roche-Gacha déclare d'ailleurs que la démarche de M. Cyril Ramaphosa n'est pas un coup de tête, c'est une démarche qui s'appuie, ça doit sur le Parlement, sur la démarche des élus, ça porte toute sa légitimité. Non seulement sur le Parlement, pour avoir sa légitimité, mais également sa légalité. Parce que ça respecte, n'est-ce pas, les tests en la matière. Et vous savez que nous avons affaire à quelqu'un qui l'a dit à Mondio Vision il y a quelques jours, qui s'en fout du droit international, il fait avec sa morale. Il n'a même pas parlé de la morale qui est ici. Il a dit sa morale, donc sa logique à lui. Donc désormais, M. Trump marche comme sa tête lui demande de faire. Si ses parents au village convainquent M. Trump de faire quelque chose, même si ça touche à l'impudicité diplomatique, M. Trump dit il va faire à sa tête. Alors, M. Trump a dit haut et fort qu'il n'invitera pas l'Afrique du Sud. Étant une nation galante, une nation élégante, une nation qui a tout son honneur, sa souveraineté et sa légitimité, il est de bon ton que la décision sud-africaine soit une décision souveraine, mais également une décision d'une nation qui ne plie pas les Chines. Il faut le dire. Alors, ils disent, nous, aussi longtemps que ces gens qui ont refusé de nous honorer ont, n'est-ce pas, la présidence du G20, nous nous retirons temporairement jusqu'à ces vandales quittent du G20, nous reviendrons. Clair que ça. Et moi, j'estime et je crois, et c'est même à encourager, désormais, il faudrait que les nations africaines se donnent de la valeur. On dit, si vous vous donnez de la valeur et que vous voulez vous vendre cher, on n'achètera pas votre peau moins cher. Mais si vous voulez vous faire, n'est-ce pas, le sacrifice de tout le monde pourra vous piétiner. Bravo l'Afrique du Sud, bravo Monsieur Ramaphosa. C'est ce dont nous avons besoin. Il faudrait qu'un temps soit peu, la folie de Trump sache que on peut faire des choses, mais il y a des limites. Il se retire parce que, il faut le dire, l'Afrique du Sud est un membre fondateur. Il y a une qualité de membre fondateur. Il ne mérite pas qu'on la traite de n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. Mais plus encore, il faut interpeller les autres membres du G20. Vous avez eu dans la boule de cristal, avant de rentrer là-dessus, je préfère retrouver docteur Achille que sur ce silence complice. Oui, vous avez semblé tout à l'heure, je crois que c'est soit vous alors Alain Roche-Gacha qui laissait croire qu'il y avait une véritable volonté en interne, notamment les pays membres de ce G20 de vouloir un temps soit peu ramener, on va dire ainsi, à la raison Donald Trump, mais comment expliquer que jusqu'ici, eh bien de mois après, c'est un, on va dire quoi, c'est un silence platonique qui leur est servi quant à leur volonté de vouloir ramener finalement Donald Trump à sa décision. Ben écoutez, Donald Trump, il a sa logique, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il a des façons d'analyser les choses un peu, comme j'ai dit, avec un esprit du XXe siècle. C'est-à-dire que du racisme sous-jacent, avec des élans, n'est-ce pas, de colonisateurs, etc. Ce qui fait que, franchement, il n'y a vraiment pas de logique dans ce qu'il fait la plupart du temps. C'est plus émotionnel, c'est plus réactionnaire même, d'ailleurs, je dirais, que réfléchi. Donc, c'est quand il se rend compte des conséquences de ses actes qui changent d'avis. Vous voyez, là, vous avez remarqué, il prend des décisions à l'emporte-pièce et quand on lui dit « Oh, il y a tel problème, à ce moment, il commence à changer d'avis. » Donc, c'est essentiellement émotionnel, réactionnaire. Et puis voilà, c'est le je m'en foutisme. Les Noirs, c'est qui? Les Africains, c'est qui? Ils peuvent pas me parler. Donc, voilà. Donc, lui, c'est cet esprit-là qui prévaut dans son administration et je pense que vous aurez beau essayer de leur faire changer d'avis, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Sauf si ça touche les intérêts vitaux des États-Unis. S'ils commencent à sentir que ça touche véritablement à leurs intérêts, à ce moment, ils vont changer d'avis. Donc, que des gens dans le G20 essaient de vouloir convaincre que M. Trump a changé d'avis, c'est une initiative louable, mais si pour lui,
ça sert son public, son électorat, parce qu'au-delà de tout, c'est ça qui l'intéresse le plus. Si ça sert son électorat, et bien, tant mieux pour lui, enfin, il ne va pas changer d'avis. Donc, il ne voit pas pourquoi changer d'avis pour plaire aux globalistes, n'est-ce pas, aux nations qui sont inférieures, d'après lui, n'est-ce pas, aux États-Unis. Donc, c'est ça qui l'intéresse, Mais je pense que ce que l'Afrique du Sud a fait bien, dans ce sens que il frappe du poing sur la table et n'est-ce pas, il prend une décision, l'Afrique du Sud prend une décision, n'est-ce pas, souveraine et montre qu'elle est capable de réciprocité. C'est-à-dire que vous avez boycotté le sommet du G20 en Afrique du Sud, eh bien, moi, je ne viens pas chez vous. Même s'il est vrai que Trump a menacé, n'est-ce pas, de ne pas inviter, mais vous savez, la plupart du temps, il fait des menaces et il change d'avis. Donc, en étant proactif, comme l'Afrique du Sud l'a fait, ça lui coupe l'herbe sous les pieds et l'embarras s'intense un peu, même si à Washington, on pense que c'est juste comment dire, un ajustement et que c'était prévisible. Il n'en demeure pas moins que, bon, sur le plan diplomatique, les États-Unis auraient souhaité avoir tout le monde n'est-ce pas, sur place lors de son sommet, quitte à utiliser donc cette opportunité pour taper sur ses adversaires, comme il aime le faire, c'est-à-dire vous prendre à partie, n'est-ce pas, lors n'est-ce pas, des débats, etc. Et donc, alors l'Afrique du Sud a anticipé tout cela et s'est dit c'est pas la peine d'aller se faire humilier là-bas, autant rester, n'est-ce pas, digne et n'est-ce pas, et exercer son droit de réciprocité en tant qu'État souverain par rapport aux agissements des États-Unis. À vous, docteur Joseph Essoussé, je vous trouve, c'est-à-dire finalement qu'aujourd'hui il y a le G20, il y a les États-Unis. Puisqu'il y en a l'impression qu'il n'y a aucune mesure coercitive qui puisse amener les uns et les autres à reconsidérer leur position. Effectivement, moi je dis, c'est ce qui me pose problème parce que lorsque les États-Unis décident de boycotter le sommet, pendant le sommet et après le sommet, on n'a pas vu une décision collective comme ça devrait se faire dans les us et coutumes, n'est-ce pas, des relations internationales, quand nous sommes dans des coopérations multilatérales comme celle-là. C'est-à-dire qu'une organisation sur lesquelles, n'est-ce pas, autour desquelles s'accrochent des pays. Alors, il devrait avoir, n'est-ce pas, une décision ou alors une prise de position collective, n'est-ce pas, qui devrait soit sanctionner les États-Unis ou alors ne serait-ce exprimer, voilà, les mécontentements. Maintenant que les États-Unis décident après ça de ne même pas inviter en retour l'Afrique du Sud, le G20 est calme. Mais l'Afrique du Sud... Les textes du G20 sont clairs. Je crois que là, dans le fond, on a les États-Unis qui s'inscrivent en porte-à-faux avec les textes du G20. C'est-à-dire qu'une cérémonie de passation de témoins ne peut pas se faire avec un simple ambassadeur. C'est tout au moins le vice-président de la République. Effectivement. Alors, et le G20 est calme, le bureau du G20 est calme. Après ça, l'Afrique du Sud décide de se retirer temporairement. Le G20 est toujours calme. De deux choses l'une. Soit le G20 est complice de la décision des États-Unis ou alors des égarements de Trump, parce que je me refuse de mettre... C'est vrai, il est le chef d'État, alors ses paroles engagent les États-Unis, mais quand vous regardez dans sa politique aujourd'hui, en interne, il y a des contradictions, c'est-à-dire il y a ceux qui estiment que M. Trump ne demande que l'avis de ceux qui sont autour de lui. Il ne consulte pas le Parlement, il ne consulte pas le Congrès, il ne consulte personne, il fait des choses à sa tête. Alors, à côté de ça, soit l'autre option, c'est que ils ont peur de réagir parce que ils ont peur des États-Unis. Mais plus c'est que où je voulais en venir, Fabrice, c'est que dans les prochains jours, il y aura une réaction du G20. Pourquoi? Parce que quand vous regardez aujourd'hui les États-Unis et l'OTAN, vous voyez que c'est en train de brûler. C'est en train de brûler. Et partant de cette discorde-là, ou alors de ce divorce, en ce mariage qui a aussi mis l'homme dans le faux, je pense que plusieurs nations du G20 vont se prononcer sur la question pour régler cette fois-ci leur compte à M. Trump.
Merci à vous. Alain Roche-Ngatia, on va vous retrouver pour tenter avec vous d'évacuer en tout cas les conséquences d'une telle démarche. Je crois que tout à l'heure, Dr Achilleke a semblé nous dévancer sur cette question lorsqu'il convoquait véritablement le rôle de l'Union africaine dans une telle position. 12 mois d'inactivité au sein de ce grand forum du G20, forum économique. Eh bien, plusieurs analystes sont d'accord d'avis sur la question. Eh bien, cela pourrait avoir des conséquences assez pertinentes, que ce soit au niveau des flux, on va dire des ouvertures vers les financements étrangers. On sait que plusieurs États sur le continent africain dépendent beaucoup plus de ces IDE, ces investissements directs étrangers, même si on est d'accord que cela n'a jamais rien développé sur le continent africain. Alors, je retrouve donc à Alain Ngatia pour tenter de savoir si ce retrait temporaire de l'Afrique du Sud est un retrait, on va dire, finalement stratégique. Voilà, Pretoria espère-t-il finalement un changement de climat politique avant de revenir, pourquoi pas, sur sa décision? Bon, il est évident que le monde actuel dans lequel nous vivons, on ne peut pas prendre de telles décisions sans avoir d'autres stratégies en arrière-plan. La première chose, c'est démontrer, par exemple, aux États-Unis, que l'Afrique du Sud soutient son élan, parce que tout ce que l'Amérique fait en ce moment, c'est pour vouloir empêcher à l'Afrique du Sud de soutenir ce qu'on appelle les BRICS, les forces alternatives. Alors, ils sont en train de maintenir, ils prennent actes comme ça ils prennent de tels actes comme ça pour montrer qu'ils soutiennent le monde bipolaire ou multipolaire. Donc, ils ne sont pas d'accord pour l'unilatéralisme américain. Et il faut comprendre que l'Amérique reproche beaucoup de choses à Pretoria. Premièrement, le fait qu'ils soutiennent les BRICS et toutes les décisions des BRICS sans tenir compte des sanctions américaines. Ils tradent avec les pays comme l'Iran, alors que l'Amérique les a sanctionnés et tout. Donc, ils ne sont pas d'accord avec l'Afrique du Sud dessus. Il y a aussi autre chose. Ils ne sont pas d'accord avec l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud, dans son soutien pour la Palestine, a porté plainte contre Israël à la Cour internationale de justice et a déployé tout un arsenal, un collège d'avocats internationaux pour défendre la cause palestinienne. Les Américains ne sont pas d'accord avec ça. D'ailleurs, ils ont retiré l'Afrique du Sud de leur histoire qu'on appelle AGOA. Mais l'Afrique du Sud a dit qu'elle s'en fout. Les hommes d'affaires sud-africains ont dit qu'ils s'en foutent. Ils ne veulent même plus de ça parce que, en tout cas, c'est un truc qui profite à l'Amérique autant que ça profite aux Sud-Africains. Donc, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de ce marché. Et ils ont des points de divergence sur le commerce international, sur le point du commerce international, ce qui fait en sorte que lorsque certaines décisions, comme je disais tantôt, les sanctions, par exemple, internationales, sont prises unilatéralement par les États-Unis et imposées à des États, l'Afrique du Sud n'en tient pas compte. Du coup, Trump n'est pas content. Voilà autant de points de discorde qui existent entre eux. Que pense l'opinion politique sud-africaine? L'opinion politique sud-africaine, en dehors de Freedom Plus, qui est d'ailleurs l'organisme, le parti politique parrain de ceux qui se sont déplacés massivement pour aller devenir des réfugiés aux États-Unis. En dehors de ce parti-là qui les soutient sur toute la ligne, il y a le DI et Alliance démocratique qui, d'une façon ou d'une autre, est à mi-chemin. Ils ne sont pas d'accord pour le boycott du G20 par l'Afrique du Sud, mais ils ne sont pas non plus d'accord avec les décisions de Trump. Parce que le DA a quand même envoyé des gens parmi la délégation sud-africaine de Blancs qui étaient allés dire à Trump que non, il ne va pas se mêler des histoires de l'Afrique du Sud parce que entre eux, ils savent comment gérer ce problème et il n'y a pas de problème de génocide blanc. Donc, c'est un peu ça. C'est d'ailleurs à cause de cette sortie de DA et des Blancs de l'ANC que le gouvernement américain a commencé à limiter les entrées des réfugiés blancs sud-africains aux États-Unis. Voilà.
C'est tout ce que je peux dire là maintenant. Merci à vous, Alain Roche Gatia, pour ces éléments. Docteur Ressourcé, je vous retrouve sur ce plateau. Une absence qui pourrait être assez, on va dire, assez compliquée pour des pays qui dépendent, on va dire, d'une forme de coopération avec notamment, avec ce G20 partenariat économique. L'on nous parle qu'il y aurait une possibilité, peut-être que l'Afrique du Sud revienne effectivement sur sa position avec ses émissaires qui sont véritablement en train de travailler dans l'ombre pour que les uns et les autres essaient de concilier leur position. Mais est-ce que selon vous, docteur, on devrait être on devait s'alarmer sur les conséquences que pourrait entraîner un tel retrait, fut-il stratégique? Non, pas du tout. Vous savez, je dis, dans les relations internationales, pour une nation comme l'Afrique du Sud, je crois que c'est docteur l'autre qui le disait, Achille Queux ou Alain Roche, qui le disait, quand on prend une telle décision en back-office, il y a eu des études, des analyses qui ont été menées. Alors, généralement, lorsque on se retrouve, n'est-ce pas, dans ce type de coopération multilatérale, il y a que chacun apporte du sien. Chacun apporte du sien. C'est vrai qu'il y a toujours, des impacts négatifs à se retirer. Mais je dis, il vous arrive, je veux prendre une image, il vous arrive souvent au quotidien, même quand une relation, n'est-ce pas, vous sera négative, mais quand il s'agit de sauver son honneur, vous préférez souvent, n'est-ce pas, supporter, n'est-ce pas, ces conséquences négatives et préserver votre honneur, parce qu'il s'agit ici on impose sa marque, on impose son respect. Parce que quand vous voyez les agissements d'un monsieur comme Trump, nous sommes dans des agissements, j'allais dire du 14e siècle, lorsque se vivait la traite négrière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucun égard pour des Africains. Regardez sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon de communiquer. Vous savez, c'est un monsieur qui allait jusqu'à dire à un président africain que vous avez appris à parler anglais où. Vous voyez, il allait jusqu'à le dire, vous avez appris à parler anglais où. C'est un monsieur qui a des agissements, pour lui, des Africains relèvent encore des homonidés. C'est-à-dire le passage de l'état animal pour les hommes. Les Africains n'existent pas. Vous avez vu, c'est un monsieur qui allait prendre des photos avec des présidents africains dans un mépris, étant assis en chapeau et ils sont debout. Donc, ouais, c'est un monsieur qui mérite, même si cela coûterait à l'Afrique du Sud. Mais je pense que de la posture de l'Afrique du Sud, ce n'est pas la seule organisation, n'est-ce pas, où se trouve l'Afrique du Sud. La posture que l'Afrique du Sud a aujourd'hui, je pense que ce chantage-là devra s'arrêter parce que nous sommes à l'ère où ces gens ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. En réalité, ils nous font vivre juste le mirage. C'est le mirage qu'ils nous font vivre. C'est-à-dire qu'ils sont restés... Il y a de véritable basculement parce que l'on se serait attendu effectivement que la démarche sud-africaine fasse tâche au son du G20 et qu'il y ait... voilà que les lignes bougent au son de cette instance. Quand on voit les agissements de Trump aujourd'hui, on a plus ou moins l'impression qu'il se dresse clairement contre la mise en place d'un monde multipolaire, alors qu'il y a au sein de ce G20 des pays qui se réclament, du moins qui abordent la... Monsieur Trump l'a dit quand il est arrivé au pouvoir qu'il était pour le monde multipolaire. Mais aujourd'hui, sur le fait, disent le contraire. Disent le contraire. Peut-être il avait dit, et ça, mon cher aîné docteur le disait tout à l'heure, qu'il nous a habitués à dire quelque chose et faire le contraire, monsieur Trump. Donc, on a l'impression qu'il a dit des choses qu'il ne comprenait pas. Aujourd'hui, il se rend compte de la réalité de ce qu'il a dit en la défaveur des États-Unis. Alors, il se ravise par les actes. Et c'est vrai que quand vous poussez, n'est-ce pas, l'analyse plus loin, vous savez, il est en train de combattre aujourd'hui la nouvelle ligne qui s'élève, la nouvelle organisation et dont tout le monde est en train de frapper à la porte de les BRICS. Et l'Afrique du Sud est un acteur majeur des BRICS. Alors, moi, je dirais donc que, en réalité, la personne que nous autres, moi, je n'attendais rien de ce que la France réagisse là-bas, la Grande-Bretagne, je ne sais qui d'autre là-bas. J'attendais que l'Union africaine, qui est pour nous, vole au secours, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud.
Mais jusqu'à aujourd'hui, le mutisme de l'Union africaine nous prouve donc, même pas un communiqué, nous prouve ce que nous savons depuis et que les autres n'ont jamais cru, que l'Union africaine n'est qu'une sous-direction de l'Union européenne. Alors, elle ne peut pas parler aujourd'hui parce que si elle parle, elle se fera vite rattraper. Soit on peut couper les financements et vous savez que 80% des financements de l'Union européenne viennent de ces gens-là, de l'Union africaine viennent de ces gens-là. Alors, elle est muette aujourd'hui et elle nous a démontré en suffisance et nous donnant la preuve matérielle de ce que l'Union africaine a toujours volé contre l'Afrique. Alors, il est normal pour moi que l'Afrique du Sud reste dans ses positions et même s'il faut y revenir, il faudrait qu'il y ait une démarche scientifique, une démarche qui respecte son honorabilité pour permettre de revenir et que M. Trump demande des excuses publiques. Parce que là, c'est un mépris complet qui, contre tout, contre les tests même qui régissent le G20, n'est-ce pas, est allé à contraire, n'est-ce pas, de ramer à contraire de ces tests-là. Il faudrait que M. Trump revienne là-dessus et alors l'Union, l'Afrique du Sud pourra repartir ou alors réintégrer le G20. Auquel cas, qu'elle reste, et c'est 1 an de présidence. L'année qui vient, le temps va vite aujourd'hui. Lorsqu'on dit c'est 1 an de présidence, est-ce on passe à côté d'une réalité aujourd'hui, celle d'un monde où les uns et les autres ne sont plus assez libres. Même des États viennent à être finalement prisonniers d'un ordre unipolaire que veut défendre bec et ongle Donald Trump. Et c'est ça la réalité. Puisque là, c'est un précédent assez pertinent que nous livre Donald Trump en refusant véritablement, en poussant, on va dire finalement, l'Afrique du Sud dans ses derniers retranchements, obligée de se soustraire de ce forum du G20 parce que voulant préserver son honorabilité, c'est vous qui l'avez dit sur ce plateau. Et vous vous rappelez, lorsque M. Trump revient au pouvoir, je suis l'une des personnes qui dit que c'est l'homme le plus dangereux de tous les temps qui est revenu au pouvoir. Pendant que beaucoup applaudissaient, nombreux sont ceux qui disaient, moi j'étais de ceux qui disaient que M. Trump est celui qui va asseoir le chaos total et va nous ramener à l'époque plus de la traite négrière. Alors aujourd'hui, les faits sont là. Vous avez un monsieur doté d'un mépris et d'une méchanceté, c'est ce monsieur qui a décidé, comme bon lui semble, d'aller dans un autre pays, prendre un chef d'État en fonction, légitimement mis en place, ayant toute sa légalité, toute sa légitimité, prendre ce monsieur, le ramener dans son pays pour le juger pour des problèmes de narcotrafic. Pourtant, son pays est le seul pays au monde qui a légitimé normativement la prise de la drogue. Aucun pays au monde n'a légitimé la consommation de la drogue. Le pays de M. Trump est le seul pays au monde qui a légitimé la consommation de la drogue, mais va prendre un autre pour narcotrafic. Je ne sais pas dans quel monde on assiste présentement. Si ce n'est pas l'installation de la bête sur terre. Et, excusez-moi d'employer le terme, moi je suis historien de formation. La Bible étant le premier livre, n'est-ce pas, de l'historien, la Bible nous parle de la bête qui viendra sur terre. J'ai l'impression que M. Trump est celui-là qui est venu accomplir l'image de la bête parce que les agissements de M. Trump, non, au point où il le fait, il ne s'arrête pas là. Ici, d'autres pays, c'est un monsieur qui a bombardé un État comme le Nigeria et que le chef d'État du Nigeria vous dise qu'il était au courant de 19 minutes avant les hostilités et qu'il promet de revenir. C'est un monsieur qui s'intéresse de tout et de rien. Il vous crée des problèmes qui n'existent pas parce qu'il veut faire asseoir, n'est-ce pas, la puissance américaine qui est en perte de vitesse. Et moi, on m'a appris que lorsque vous voyez quelqu'un comme ça réagir, utiliser les derniers moyens de violence, ça veut dire qu'il est à genoux. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique du Sud n'attend rien à partir du moment où M. Trump arrivant a aboli l'AGOA. Et quand vous prenez l'AGOA était l'un des rassemblements où l'Afrique bénéficiait même de ses financements. M. Trump est celui qui est sorti de l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, c'est eux qui ont créé cette bêtise-là. M. Trump est celui qui est en train de sortir de toutes les organisations. M. Trump est celui qui a reçu avec ingéniosité, je ne sais pas, machiavélique, à mettre une histoire sur pied qu'on appelle le Conseil de paix. Ouais. Il a défini ses règles. Il donne
des obligations, des conditions aux autres pour y adhérer. C'est très fou ça. Vous pensez que quelqu'un de normalement constitué, comme l'Afrique du Sud, on a quoi encore à voir avec un monsieur comme celui-là? On n'a plus rien à voir. L'Afrique du Sud est une grande économie en Afrique. L'Afrique du Sud traite dans des relations multilatérales, bilatérales avec plusieurs autres États. Je ne sais pas ce que l'Afrique du Sud tirera, n'est-ce pas, de la sortie ou alors de la présidence par les États-Unis du G20. Parce que M. Trump est sur le boulevard du chaos mondial. Il est en train de s'aimer un chaos. Moi, je dis, si l'honneur de l'Afrique du Sud ne peut pas être rétabli, alors M. Trump n'a qu'à rester avec ses manions. L'Afrique du Sud, certainement, a bien d'autres, j'ai dit bien d'autres regroupements multilatéraux dans lesquels elle est honorée et dans lesquels elle est prise en considération comme les BRICS. Merci à vous, docteur Chileke. On vous retrouve donc pour tenter de refermer cette réflexion liée à l'Afrique du Sud avec notamment ce bras de fer qui est, on va dire, parti pour perdurer. La question, elle est simple. Quel avenir pour le G20? Est-ce que cela pourrait impacter efficacement le G20 à l'avenir si jamais ce précédent n'est pas résolu de manière pertinente? Mais ce qui me fascine, c'est que tout ceci est fabriqué de nulle part. Hein. C'est-à-dire que M. Trump a fabriqué une raison, n'est-ce pas, de créer des incidents diplomatiques avec l'Afrique du Sud, notamment cette affaire, n'est-ce pas, de racisme anti-blanc. Et moi, je voulais quand M. Ngacha parlait, là, je voulais lui poser la question de savoir comment est-ce que cet État, j'ai appris qu'il y a un État, n'est-ce pas, entièrement blanc qui a été créé en Afrique du Sud et qui a sa propre monnaie, qui a ses lois, etc. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas sur le plan de l'État fédéral. Est-ce que cet État est accepté? Est-ce que le gouvernement sud-africain... L'État en question s'appelle Orania. C'est un État qui existe avec sa monnaie, avec son organisation. Seuls les Blancs sont autorisés à y entrer. Mais voilà, qu'est-ce que Trump dit par rapport à ça? Est-ce que M. Ngacha peut nous donner des éléments, n'est-ce pas, sur cette affaire? Parce que c'est très complexe. Malheureusement, notre ami Ngacha nous a quittés parce qu'il devait répondre à ses obligations professionnelles à rentrer. Du corps judiciaire étant de mise de ce côté-là, il ne pourra pas finir l'émission avec nous. Alors vous voyez que Trump, lui, choisit ce qui l'intéresse. Il ne parle pas de cela. Il ne parle pas de cet État qui existe. Il n'y a aucun pays dans le monde où un État, où une race peut se soustraire complètement de la société dans laquelle, n'est-ce pas, elle vit pour créer un État à elle et puis faire... Mais c'est absurde. Et je pense qu'il faudra que les États sud-africains luttent violemment contre cela. C'est inacceptable parce que si on permet cela, eh bien, ça va créer, n'est-ce pas, des précédents qui pourront avoir des conséquences sur, n'est-ce pas, l'unité du pays en entier, n'est-ce pas, l'Afrique du Sud en entier. Donc, moi, je pense qu'en termes de G20 ou alors je vais dire simplement, le G20, c'est une structure. Bon, je ne sais pas, l'Afrique vient juste d'entrer dans ce groupe. Je ne sais pas ce que ça va nous apporter de plus par rapport à n'est-ce pas, notre participation. C'est vrai qu'on sera à la table avec ceux qui prennent les grandes décisions, mais ces décisions sont généralement biaisées et elles se font, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, sur pression. C'est-à-dire qu'en général, nous, on est obligés d'accepter ces décisions. Même si on est à la table, on n'a vraiment pas grand-chose à dire. N'est-ce pas? Le fait d'être en table, c'est bien pour les présidents. Ils vont participer avec, n'est-ce pas, à des sommets avec d'autres grandes puissances du monde. Mais ils n'ont vraiment pas leur mot à dire dans les décisions finales parce que leurs points de vue sont toujours marginalisés. Alors, donc, nous avons un travail à faire, c'est-à-dire apprendre à travailler avec qui sont plus puissants qui sont plus puissants pour soutenir nos points de vue. Et n'est-ce pas, faire des lobbies, c'est-à-dire que développer des lobbies puissants qui vont nous aider à pouvoir faire entendre nos voix par rapport à des sujets spécifiques. Et l'Union africaine est très affaiblie, très faible d'ailleurs, puisqu'elle est financée en majorité par les financements extérieurs à l'Afrique. Donc, honnêtement, sa politique ne peut pas être une politique indépendante
qui est 100% africaine. Non, elle va tenir nécessairement compte de la vie de ses financiers. Et ça pose donc problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas véritablement lutter, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous ne voyez pas ce communiqué, un communiqué Union africaine qui soutient l'Afrique du Sud. Non, c'est pas parce qu'elle ne veut pas, mais c'est parce qu'elle sent qu'elle peut être, n'est-ce pas? Elle peut subir des actions de torsion par rapport aux financiers, par rapport aux pays et aux organismes internationaux qui la financent. Et donc, ça l'oblige n'est-ce pas, à marcher sur la pointe des pieds. Mais je pense qu'en termes de conséquences, n'est-ce pas, de ce qui se passe là, on peut les situer à 3 niveaux. Les conséquences au niveau de Washington, les conséquences au niveau de l'Afrique et les conséquences pour l'architecture de la gouvernance mondiale. Alors, prenons le cas des conséquences pour les États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, à court terme, n'est-ce pas, Trump peut présenter ce retrait comme une victoire, n'est-ce pas, de sa ligne dure, n'est-ce pas, il a réussi à pousser un membre des BRICS, n'est-ce pas, n'est-ce pas, qui est hôte du G20, à se retirer, enfin G20 de 2025, à se retirer, n'est-ce pas, pendant sa présidence, ce qui renforce son narratif, n'est-ce pas, de American First, etc., n'est-ce pas, face au Sud global. Mais à moyen terme, n'est-ce pas, d'après ce que certains think tanks soulignent, n'est-ce pas, que la capacité du pays hôte à exclure un membre ouvre un précédent dangereux, n'est-ce pas? Demain, n'est-ce pas, d'autres présidences pourraient utiliser la même arme contre les alliés américains, ce qui va miner la prévisibilité du G20 et sa crédibilité, n'est-ce pas, et surtout la crédibilité des États-Unis comme garante, n'est-ce pas, de ces règles multilatérales. Alors, donc, on peut dire que Washington gagne un bras de fer bilatéral, mais fragilise, n'est-ce pas, l'outil multilatéral dont il a besoin pour gérer la finance mondiale et les crises systémiques. Alors, sur le plan des conséquences au niveau de l'Afrique du Sud, on va dire que c'est un recul tactique qui évite une crise directe, n'est-ce pas, avec Washington, mais qui confirme aussi son isolement vis-à-vis des États-Unis, déjà visible dans la coupure de certains financements, n'est-ce pas, les hausses de droits de douane et ainsi que le climat de méfiance politique. Alors, pour l'Afrique, n'est-ce pas, plusieurs experts parlent d'un vide de représentation, c'est-à-dire qu'en l'absence de Pretoria, l'Union africaine, n'est-ce pas, reste seule autour de la table pour porter les intérêts de 1,4 milliard d'Africains sur ces sujets comme la dette, les inégalités, le climat et le financement du développement. Mais comme on sait que l'Union africaine n'a pas la force que le Pretoria, n'est-ce pas, a quand elle est, n'est-ce pas, dans cet espace-là, puisqu'elle est très à l'aise, n'est-ce pas, dans cet espace et fait front avec cette grande puissance-là, eh bien, l'Union africaine ne pourra pas défendre autant que l'Afrique du Sud le faisait, n'est-ce pas? Mais c'est pour un an, comme on a dit, et on verra, n'est-ce pas, si on pourra retrouver la place initiale qu'on avait dans cette affaire de G20-là. Alors donc, malheureusement, cela affaiblit quand même la dynamique qui a été enclenchée en 2025 par l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, qui avait mis l'accent sur la lutte contre les inégalités, n'est-ce pas, le coût du capital, n'est-ce pas, pour les pays en voie de développement, et la réforme des institutions financières internationales. Donc, disons que l'Afrique du Sud, en général, disons que par rapport aux conséquences de l'Afrique du Sud, on va dire que l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, perd un second bras, n'est-ce pas, on passe plutôt pas l'Afrique du Sud, l'Afrique perd un second bras, on passe d'un tandem Afrique du Sud, Union africaine, n'est-ce pas, à une représentation simplement étroite au niveau de l'Union africaine, où se négocient, n'est-ce pas, les règles décisives. Maintenant, si on parle de l'impact sur le monde, sur, n'est-ce pas, le reste du monde et le G20 lui-même, on va dire que la décision n'est-ce pas, cette décision transforme de fait le G20 à un G19, n'est-ce pas, pendant la présidence américaine, ce qu'elle ne souhaite pas, n'est-ce pas, ce que plusieurs analystes n'est-ce pas, décrivent également comme une sorte d'affaiblissement de la vocation universelle du groupe. Et donc, ça signale également une fragmentation, n'est-ce pas, de l'ordre mondial
n'est-ce pas, qui est déjà énormément sous tension aujourd'hui. Donc, le recours à la pression politique bilatérale, n'est-ce pas, pour faire sortir un membre fondateur comme l'Afrique du Sud, va renforcer l'idée que le G20 devient pratiquement un club à géométrie variable, n'est-ce pas, et là où les rapports de force, n'est-ce pas, priment sur, n'est-ce pas, les règles qui régissent cette organisation. Et donc, ça peut donc affaiblir ce G20 à l'avantage des autres groupes comme les BRICS, n'est-ce pas, et les BRICS plus élargis, n'est-ce pas, aux pays du Sud. Donc, ça peut être un avantage pour les BRICS. Et enfin, on peut dire que en termes de solution globale, la marginalisation, n'est-ce pas, d'un acteur comme l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, a une importance sur le fait que, n'est-ce pas, le lien entre certaines grandes économies et les pays, certains pays faibles, vulnérables, se réduit, n'est-ce pas, à la légitimité ou à l'efficacité, n'est-ce pas, de ce forum. Donc, ce qui n'est pas du tout du goût n'est-ce pas, des autres membres du BRICS, enfin, du G20. Donc, c'est un sujet, n'est-ce pas, sur lequel beaucoup d'encre et de salive va couler, mais je pense que ce retrait est une petite victoire tactique pour Trump, mais un coup dur qui est stratégique pour l'Afrique et certainement un nouveau symptôme de l'érosion du G20 comme lieu de crédibilité, n'est-ce pas, de la gouvernance mondiale. Très rapidement, les grandes leçons, les grands enseignements de ce feuilleton qui est loin de se refermer aussi longtemps que, eh bien, Trump sera toujours à la présidence de ce G20. Il est clair que on aura toujours un goût d'inachevé. En tout cas, pour les membres du G20, finalement devenu G19, comme l'a d'ailleurs souligné le Dr. Achille Eke. Et ce qui contribue, n'est-ce pas, comment je vais dire ça, au niveau de l'honorabilité des États-Unis, parce que vous savez que en relations internationales, lorsque vous avez une organisation comme celle-là, au fait, on peut même prendre l'exemple au plus petit niveau. Lorsque vous êtes dans une association, l'association a, n'est-ce pas, pour vocation à faire entrer d'autres membres, donc elle doit grandir. Au lieu que les membres, n'est-ce pas, diminuent, quand vous êtes un père de famille et que vous avez votre épouse, c'est de faire grandir la famille. Mais si la famille diminue, il y a un problème, n'est-ce pas? Pareil, quand vous êtes vous êtes berger d'un troupeau, c'est que le troupeau s'agrandit. Alors, ça sera quand même une honte pour les États-Unis que à leur mandature, au lieu de passer à un G21, un G+, mais on revient plutôt à un G19. Alors, pour tirer des leçons, moi, des leçons, je les tire au niveau africain. C'est une interpellation, n'est-ce pas, pour les peuples africains de se dire une chose. Il faut qu'ils comprennent que ces gens ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. Pourquoi? Parce que nous avons la ressource démographique aujourd'hui. L'Afrique, c'est plus d'un milliard à la population, n'est-ce pas? Nous avons, ça dit, après l'Inde de la Chine, le troisième vivrier démographique, c'est l'Afrique. Nous avons le sous-sol aujourd'hui qui est le plus immense. Nous avons le marché, cette démographie donne lieu au marché de consommation. Alors, je ne sais pas trop à ce que nous envions de ces gens-là, parce que même sur le plan intellectuel, nous avons l'intelligence aujourd'hui. Les Africains, l'expérience a démontré qu'ils sont plus intelligents que toute autre personne. Alors, il est temps pour les Africains de se réveiller, de se dire que nous aussi, nous pouvons imposer notre honorabilité, nous pouvons imposer notre respect. N'attendons pas de ces gens-là qui nous respectent, parce qu'ils ne nous respecteront jamais. Ces gens, je l'ai dit, pour eux, quand ils nous voient, nous sommes des homonidés. Nous ne sommes même pas encore des hommes. Nous sommes encore au passage à 10%, le téléchargement à 10%, hein, le passage de l'homme, de l'animal pour l'homme. Alors, quand ils regardent, ils n'ont aucun égard pour nous, aucun respect. C'est à nous de montrer que, n'est-ce pas, l'arme a changé d'épaule, et l'AES nous a donné la preuve aujourd'hui. Ils utilisent ce qu'on appelle le principe de la réciprocité en relations internationales. Vous posez un acte, nous posons aussi. Et vous savez que l'Afrique du Sud même a posé cet acte-là. C'est-à-dire, quand on a retiré les visas aux Sud-Africains, ils ont également retiré les visas aux ressortissants américains. Donc, c'est ça la loi de la réciprocité. Ils posent un acte, nous posons, quitte à ce qu'ils se rendent compte de ce que nous ne sommes plus les enfants d'hier, nous avons pris de l'âge et aujourd'hui nous sommes conscients des enjeux et des défis. Donc, à l'Afrique de se positionner. Merci. Merci à vous, docteur.
On observait juste une courte transition. Derrière, on va s'intéresser à l'actualité du côté, eh bien, de la Chine avec, donc, eh bien, cette décision prise par le président Xi Jinping de limoger le général Zhang Youxia, qui était jusqu'à la vice-président de la Commission militaire centrale chinoise. On y revient juste après. Vous suivez un regard sur le monde avec la collaboration de nos amis du Globos, le club russe, notamment du côté du Congo-Brazzaville. On parle donc, messieurs, de ce programme nucléaire chinois qui est au cœur d'une tempête informationnelle, nul autre pareil. Ces dernières semaines, des fuites d'informations sensibles ont donc émergé, suscitant d'ailleurs une avalanche de commentaires à l'international dans les médias occidentaux. Le récit dominant évoque une purge au sommet de l'appareil militaire chinois, renforçant l'image d'un régime instable et plus ou moins opaque. Mais cette lecture évacue une question essentielle, celle d'une possible trahison interne impliquant le plus haut niveau de la hiérarchie militaire jusqu'au chef d'état-major de l'armée populaire de libération. Pourquoi ce scénario est-il largement absent des analyses? Est-ce un angle mort, un choix éditorial, une simplification stratégique du récit? On en parle avec vous, docteur Achille, que je vous retrouve pour votre première prise de parole autour de ce point d'actualité. Alors, très rapidement, on a été assailli par notamment ces dépêches occidentales qui faisaient plutôt écho d'une véritable purge au sein, donc, on va dire, de l'appareil sécuritaire du côté de la Chine. Il a fallu des heures de travail de fond et des recoupements pour comprendre finalement qu'il s'agissait d'une véritable question de trahison en interne au sujet notamment de ce programme nucléaire chinois dont les données auraient fuité, notamment avec la complicité des États-Unis d'Amérique. Comment expliquer finalement cet alignement éditorial de la part de la presse hexagonale qui a vite fait présenter finalement, on va dire, ces chefs d'état-major d'armée qui ont fait l'objet, qui font l'objet d'une enquête profonde jusqu'ici, comme étant des victimes, au lieu de dénoncer finalement le rôle qu'ils auraient joué dans la dynamique, en tout cas dans la fuite des données liées notamment au programme nucléaire chinois. Alors, Fabrice, je pense que c'est un sujet qui est très solide, qui est très fort, parce que franchement, ça touche à des sujets très sensibles. Alors, le programme nucléaire chinois, est censé être le cœur, le mieux gardé, n'est-ce pas, de la puissance de Pékin, la puissance de la Chine. Et pourtant, donc, c'est précisément là que la fuite, n'est-ce pas, est survenue. C'est-à-dire qu'on a un général qui est au sommet de la hiérarchie militaire. Vous avez appelé le général Zhang Youxia. Zhang Youxia, voilà. Donc, Zhang Youxia. Donc, c'est précisément là que, n'est-ce pas, c'est par ce général que la fuite, n'est-ce pas, est arrivée. En tout cas, il est accusé d'avoir livré des données sensibles à l'ennemi, n'est-ce pas, l'ennemi stratégique de la Chine. Donc, ce n'est plus seulement une affaire d'espionnage, n'est-ce pas, c'est au-delà de cela, c'est un doute, n'est-ce pas, qui est jeté sur la solidité du verrou nucléaire chinois. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'ici, on pensait que la Chine était capable de protéger, n'est-ce pas, ses données contre l'espionnage, n'est-ce pas, de la CIA, etc. Et on se rend compte qu'avec cette affaire que ce n'est pas le cas et ça peut créer un doute, n'est-ce pas, sur la solidité, n'est-ce pas, de la protection des données chinoises. Officiellement, n'est-ce pas, le pouvoir chinois parle de la lutte contre la corruption, n'est-ce pas, et de la purification de l'armée, n'est-ce pas, par rapport à certaines personnes, à certains actes que posent certaines personnes. Mais derrière ce récit, il y a une autre lecture qui s'impose, c'est-à-dire si un homme, n'est-ce pas, au plus près, n'est-ce pas, de Xi Jinping, le président chinois, peut transmettre des informations clés, alors que reste-t-il de la confiance au sommet de l'appareil?
voilà, donc quand le dispositif, n'est-ce pas, qui est chargé de garantir la dissuasion se fissure, n'est-ce pas, c'est toute la crédibilité de la posture nucléaire, n'est-ce pas, qui est questionnée, et à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, pour un pays comme les États-Unis et certaines autres puissances moyennes qui sont nucléaires, eh bien, cette affaire, n'est-ce pas, ouvre un nouveau chapitre de la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis et le monde occidental, on va dire en général. Vous voyez, donc Washington, pour Washington, si Washington a acquis, n'est-ce pas, une meilleure connaissance des faiblesses ou alors, n'est-ce pas, des points faibles, n'est-ce pas, et des caractéristiques, n'est-ce pas, de l'arsenal nucléaire chinois, n'est-ce pas, cela peut donc modifier un nombre de calculs ou de stratégies de dissuasion, n'est-ce pas, mises en place par les États-Unis et alimenter, n'est-ce pas, des programmes antimissiles, n'est-ce pas, ou alors occasionner des changements, des adaptations, ou, n'est-ce pas, reconsidérer des reconsidérations, n'est-ce pas, de stratégie par les États-Unis et ses alliés par rapport au système nucléaire de la Chine. Et donc, encourager et c'est probablement une course vers, n'est-ce pas, plus d'armement, parce que sachant effectivement, n'est-ce pas, le niveau d'armement de la Chine. Donc, ce qui pose problème ici, c'est qu'une fuite d'informations à ce stade-là peut à terme fragiliser la stabilité nucléaire, n'est-ce pas, de la Chine plutôt que de la renforcer. Donc, alors, docteur, activez votre micro, on a perdu votre retour audio. Il y a docteur Achille, est-ce qu'il nous entend? Docteur, veuillez activer votre micro, on vous a perdu momentanément, du moins pour vos dernières prises, lors de votre dernière intervention. Je ne sais pas si la liaison est rétablie avec lui. Est-ce que c'est parfait avec le docteur Achille? Allez, des soucis de liaison avec le docteur Achille qu'on va certainement retrouver dans un court instant. Docteur Sousser, on parle là quand même d'un général qui a... Elle concerne pas seulement les secrets chinois, elle concerne également la sécurité de tous. Merci à vous, docteur Achille. Alors, je parle tout à l'heure de cette proximité entre les deux hommes, le président Xi Jinping et le général Zhang Youxia. Il y a d'ailleurs que le père de l'un avait d'ailleurs combattu aux côtés du père de Xi Jinping. Donc, une vieille amitié qui a donc longtemps piloté véritablement les orientations stratégiques et militaires de la République populaire de Chine. Quand on vient véritablement aujourd'hui à le limoger, il est clair que, quoi qu'on dise, on traverse un moment, en tout cas, peut-être pas d'incertitude, mais de turbulence. C'est une crise en Chine, présentement. Et vous avez lu dans la boule de cristal, en relevant cet aspect que je voulais relever. Parce que quand vous prenez le général Zhang Youxia, vous prenez Xi Jinping, c'est des amis de date. Et dont l'amitié est héréditaire. Il faut le relever. C'est-à-dire que laissons l'affaire d'État. Il y a comme trahison familiale. Et vous savez que la Chine, on est dans un empire. C'est des empires. Et vous savez, dans les empires, c'est comme nous avons parlé des royaumes en Afrique, encore que les Chinois sont les Africains. Quand on rentre plus loin, c'est des Africains qui n'ont juste que changé de coloration de la peau en fonction du niveau. Mais quand vous regardez dans la tradition, ils sont traditionnalistes. Leur civilisation repose sur les mêmes principes que celle africaine. Vous avez deux parents qui ont été des pièces maîtresses dans la libération de la Chine entre les mains de l'impérialisme européen. Le père de Xi Jinping et de Zhang Youxia sont deux amis de longue date qui ont lutté pour rendre la Chine
autonome aujourd'hui. Et par la magie des choses, le sang ayant suivi la veine, les enfants sont arrivés aux affaires aujourd'hui et ont décidé de continuer, n'est-ce pas, à performer l'œuvre qu'ont laissé les parents. Donc, au-delà de la collaboration, il y avait l'amitié héréditaire. Comme on dit, l'amitié, telle famille est amie de notre famille. Alors, on arrive donc à l'ère de l'extrême concurrence économique, militaire, stratégique, politique, avec son ennemi ou son concurrent, les États-Unis. On assiste au dépassement de la Chine. La Chine a pris un pas notoire et certain sur le plan économique. Militaire. Je suis en train d'arriver. J'ai dit, on arrive à une époque où, grâce à ces enfants qui ont hérité de la foule, on a l'image du dernier défilé militaire. Dernier défilé militaire, justement. Qui a été salué notamment par l'ensemble de la presse occidentale qui reconnaissait là désormais peut-être un retard en termes d'équipement militaire rattrapé par. C'était une démonstration, une véritable démonstration de force de la Chine lors de ces derniers défilés militaires. Parce que jusqu'à date, on savait sur le plan économique que les carottes sont cuites. La Chine a pris un pas, une longueur d'avance. Quand vous regardez infrastructurel sur tous les plans, la Chine aujourd'hui, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est un village. Non, quand vous regardez aujourd'hui, les États-Unis, sur le plan économique, la Chine a dépassé les États-Unis. Sur le plan infrastructurel, le développement, les États-Unis, c'est un village. Quand vous regardez encore que les États-Unis sont aujourd'hui en Chine pour acheter, ils dépendent de la Chine. Alors, ce qui faisait la fierté des États-Unis, c'était le plan militaire. Tout à fait. Ouais. Et la Chine a dû rabâcher jusqu'au dernier défilé où on est passé à la démonstration de force. Je pense que tous les barons et les techniciens des guerres américains sont restés dit il est temps de faire quelque chose. Ça a réveillé. On a d'ailleurs suivi le général Trinquant qui avait salué en tout cas sur un plateau français. Eh bien sur la question de la marine, on avait comme l'impression que oui, il y avait un retard véritable fossé, mais il expliquait effectivement que la marine chinoise aujourd'hui a été dotée de matériel de haut niveau qui permettait aujourd'hui de challenger même les États-Unis. Parce que vous savez que depuis, les États-Unis savaient que non, l'allié militaire de la Chine, c'est la Russie. Donc, mais j'ai dit, ce défilé, ce jour, les commentaires sur toutes les chaînes internationales, c'était la une. C'est-à-dire que la Chine avait réussi à évoluer dans l'homme. Dans ses programmes nucléaires, dans ses programmes logistiques, d'armement lourd et nucléaire, la Chine évoluait dans l'homme. Face à ces défilés, vous oubliez peut-être d'évoquer un autre élément sur ce défilé militaire. En tout cas, nous, on avait commenté de fond en comble. Des experts saluaient également, docteur Essoussé, peut-être docteur Chileke également, la forte mobilisation en termes d'hommes qui soient capables d'aller véritablement en guerre. Plus de 2 millions d'hommes bien aguerris, bien formés, avec une discipline militaire extraordinaire. À nul autre pareil. J'ai dit, moi j'étais sur le plan militaire. Allons-y, sur le plan militaire. J'ai dit, ce défilé a permis de comprendre que sur le plan, n'est-ce pas? Parce que quand on parle de l'armée, c'est 3 indicateurs majeurs. Premier indicateur, on a ce qu'on appelle les effectifs, donc les hommes. Tout à fait. On a le deuxième indicateur, la logistique. Troisième indicateur, la formation. La qualité de la formation. Oui, la formation. Quand on parle, c'est la qualité. Voilà. Premier indicateur, les hommes, les États-Unis sont battus. La Chine, c'est 2 millions minimum d'hommes. La qualité, c'est de haute facture. Vous savez que même sur le plan universitaire, ils sont passés devant. Advat est descendu à la 3e place. Dans le dernier classement des 10 meilleures universités, ils ont 8 universités. Dans le top 10. Dans le top 10, ils ont 8. La Chine a 8. Advat est passé à la 3e place. C'est ça la Chine aujourd'hui. Je causais avec un ingénieur camerounais de haute facture
qui est en Allemagne et qui travaille dans, n'allons pas faire la pub de ces entreprises-là, mais dans l'un des plus grands fleurons qui fait la fierté économique de l'Allemagne aujourd'hui et qui est un monsieur assis. Et alors, c'est lui qui me révélait il y a quelques semaines. Il me dit, gars, on a vendu nos actions à la Chine. Désormais, nos produits seront faits à la Chine. Et il me dit, je vais te faire une blague, gars. Quand les gars nous appellent pour le transfert transfert de compétences. Il dit, pendant que nous étions, les gars là étaient assis et qu'on était devant, on les racontait tous les systèmes, les mécanismes et tout. Ils étaient en train de rire. Et nous nous sommes dit que les gars, s'ils nous appellent, ils rient. Pourquoi? Il me dit, c'est une histoire vraie. Pendant qu'ils étaient, ils exposaient comment ça se passe. Les gars étaient, les ingénieurs chinois étaient là en train de rire. La démonstration de force, tu sais ce qu'ils les ont donné comme vous ne pensez pas parce qu'on vous a dit à transfert, vous êtes en train de nous apprendre quelque chose. Quand ils ont pris le vol de la Chine pour l'Allemagne, avant d'arriver à Berlin, ils avaient déjà produit un échantillon les envoyés. C'est-à-dire que c'est que eux, ils prennent, c'est que vous prenez peut-être 3 jours, 4 jours pour produire. Ils ont pris à moyenne 3 heures de temps. Juste le temps d'un vol. Ils n'étaient pas encore arrivés, ils avaient déjà, chacun avait déjà le produit sorti. C'est-à-dire que pendant que vous bavarez, et ils fabriquaient, montaient tout jusqu'à le produit sorti. Je vous dis, c'est pour vous dire à quel niveau de performance la technologie chinoise est aujourd'hui, qu'on ne manque pas les gens. Et sur le plan logistique, vous savez, la guerre a 3 phases. Vous avez la terre, vous avez l'air, vous avez la mer. Et la phase la plus dangereuse, la mer la plus dangereuse, la logistique la plus dangereuse, c'est la logistique, la marine. Tout à fait. Quand la Chine a, dans tous les cas, Fabrice, vous êtes un journaliste, vous avez vu un peu dans le monde comment ça a bougé ce défilé. Et la qualité d'invités qui étaient présents a fait peur. Et surtout qu'il a succédé le sommet de l'OCS qui s'était tenu en tout cas quelques heures. Quelques heures. Et voir dans ce sommet-là, voir l'Indien qui était là, le Chinois était là, le Russe était là. Ça fait bouger. C'est disant que voilà l'axe des BRICS aujourd'hui. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut engager un conflit, on regarde les différentes forces en présence. Puisque la guerre, c'est les alliés. Alors, les cas se disent aujourd'hui que, tiens, vous avez une histoire de BRICS. Chine, Inde, Chine. Sur le plan démographique, c'est la démographie du monde. Sur le plan de la superficie, c'est le monde. Sur le plan technologique, c'est le monde. Sur le plan économique, sur le plan militaire, et ils ont leur allié sur la Corée du Nord. Alors ça fait problème aujourd'hui. Qu'on se rende compte que quelqu'un a vendu, ou alors quelqu'un en tout cas, c'est pas encore confirmé, oui. Il aurait officiellement du côté de la Chine, on dit que le général Zhang Qiuxia aurait donné des données, aurait fuité des données. Mais n'oubliez pas, vers un ennemi. L'identité n'a pas été révélée. N'oubliez pas que quand on remonte plus loin en arrière, il y a une guerre. Lorsque les États-Unis vendent leur programme, c'est-à-dire la société IBM à la Chine, qui va désormais fabriquer ces ordinateurs, c'est ça qui est devenu le nouveau. N'oubliez pas que les Chinois avaient piégé les États-Unis. Il y a cette histoire qui n'est pas oubliée. Avaient piégé les États-Unis. Les machines qui devaient être vendues au système de défense américain, il y avait une puce qu'ils avaient introduite qui les renseignait de tous les procédés sécuritaires américains. Et 8 ans après, ils s'étaient rendus compte de cela. Alors, aujourd'hui, est-ce que eux, ils n'ont pas répondu aussi par ce qui a été fait hier dans le principe de la réciprocité selon que un coup rendu n'est pas criminel? Ça, c'est de deux. C'est une trahison parce que quand vous prenez la législation chinoise, vraiment, quand toutes les preuves seront rassemblées, on sait tout ce qui arrivera dans la législation, il ne rit pas. C'est une pendaison. Parce que ça, c'est une haute trahison. Parce que c'est des procédés extrêmement dangereux. Les programmes nucléaires sont des... Mais ça relève ce que le docteur relevait tout à l'heure. Ça peut relever
de la confiance autour de Xi Jinping. C'est dangereux. Quand on arrive à ce niveau de puissance, à ce niveau de concurrentiel, on se dit que mais qui est autour? Si c'est quelqu'un dont les parents, leur sang a coulé pour la libération de la Chine, alors c'est pas monsieur tout le monde, ça veut dire que monsieur donne tout le monde, ça peut être dangereux. Et vous voyez, c'est ça qui sème la panique aujourd'hui en Chine. Parce que on a affaire aussi à c'est un mastodonte, les États-Unis. Et quand on dit aurait vendu à quelqu'un, on ne penserait pas à autre personne que les États-Unis aujourd'hui, qui est le principal adversaire de la Chine. Alors là, il faut mettre directement arrêt, parce que ce qui se passe dans ce genre de cas, on met arrêt directement, n'est-ce pas, à tous ces programmes. Si il est avéré que c'est déjà passé de l'autre côté, il faut mettre arrêt. Et il faut travailler maintenant pour voir comment contourner non seulement les programmes, mais comment développer d'autres programmes. Parce que ceux-là vont travailler à avoir les contres. Ou alors, comment piéger. Parce que aujourd'hui, avec la guerre nucléaire, vous pouvez mettre sur pied une arme nucléaire, mais à partir, n'est-ce pas, des procédés vendus, il peut piéger cette arme nucléaire qui se retourne contre vous en faisant quoi? C'est-à-dire en l'activant depuis les États-Unis contre la Chine elle-même. C'est-à-dire elle explose chez vous. Et c'est très dangereux. C'est une histoire qui relève de l'inédit. On ne l'aurait pas pensé. On pouvait encore se faire avec nos États parce qu'on s'est dit que chez nous on a faim. Un général avait faim là. Il a vu quelques milliards passer. Il a perdu le nord. Mais je pense que dans ces États, ces gars ont toutes les garanties. Et puis c'est beaucoup plus. Vous voyez, on a vu des films chinois. C'est vrai, c'était des films qui relèvent de la réalité de la civilisation. Vous voyez, c'est quand il fallait venger ses parents. Quand il fallait venger, n'est-ce pas, sa généalogie. Alors, on assiste à ça, c'est très grave. Alors, pour ma part, je pense que il est temps de faire le nettoyage et de se raviser rapidement. Docteur Achille, qu'est-ce que le nettoyage seul suffira, puisque là, on est dans une véritable trahison assez, si jamais en tout cas l'information est avérée du côté de la Chine, on a un partenaire, un pays pilier de ce monde multipolaire qui est donc en attendant de connaître jusqu'où effectivement la Chine aurait été véritablement infiltrée dans le cadre de son programme nucléaire. Mais quelle démarche pourrait davantage employer la Chine pour essayer véritablement jusqu'ici de limiter les dégâts, en attendant peut-être d'en savoir un peu plus? Déjà, il faut savoir comment est-ce que la Chine a découvert cette affaire. Je crois que c'est important pour le téléspectateur. Alors, d'après les versions, n'est-ce pas, les plus citées, n'est-ce pas, il s'agit d'une fuite qui a été découverte indirectement au détour, n'est-ce pas, d'une autre enquête, n'est-ce pas, et non pas une alerte, n'est-ce pas, directe des services chinois sur un transfert d'informations vers les États-Unis. Donc, c'est une découverte indirecte qui a permis de pouvoir découvrir cette affaire. Alors, les premiers éléments, n'est-ce pas, parlent d'une enquête anticorruption qui visait un monsieur du patronat, n'est-ce pas, un ancien patron, n'est-ce pas, de la China National Nuclear Corporation, n'est-ce pas, qui est un organisme nucléaire chinois et qui est un grand groupe d'États, n'est-ce pas, qui gère le nucléaire civil et militaire. Donc, l'enquête visait ce patron-là, et en exploitant, n'est-ce pas, les données de cette affaire, les enquêteurs auraient mis, n'est-ce pas, au jour, n'est-ce pas, des liens et des éléments qui incriminent Zhang Yuxiasu général, là, qui est proche du président Xi Jinping, notamment sur des promotions qui ont été achetées et apparemment des factions, éléments politiques également ont été décelés au sein de l'appareil militaire. Donc, dans ce cadre, d'après n'est-ce pas, des informations qui sont rapportées par un journal comme le Wall Street Journal, un journal américain, n'est-ce pas, et qui, n'est-ce pas, ces informations sont reprises par plusieurs médias. Il s'agit des accusations de transmission de données, des données techniques centrales, n'est-ce pas, sur l'arsenal nucléaire, n'est-ce pas, chinois que Washington aurait obtenu
Et donc, ce qui pose donc ce problème de sanctions. Qu'est-ce qui peut se passer? Et donc, pour un général, n'est-ce pas, de ce type, de ce rang, c'est pas comme ce général-là, qui est accusé de fuite de secrets nucléaires. Je pense que, on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, le risque maximal est clairement la peine de mort, n'est-ce pas? Même si, bon, à ce stade, n'est-ce pas, des informations, bien de l'enquête, rien n'est officiellement confirmé sur la nature exacte, n'est-ce pas, des charges. Donc, ceci est bon, à prendre avec des pincettes pour le moment. Donc, maintenant, ces accusations de graves violations, etc., ça peut être, n'est-ce pas, considéré comme on a dit tout à l'heure, passible des sanctions, de peine de prison, voire même de peine capitale. Mais Pékin a déjà prononcé récemment des condamnations à mort, n'est-ce pas, sur plusieurs autres personnes pour des fuites des secrets d'État, n'est-ce pas? Et donc, il n'est pas farfelu d'imaginer que potentiellement, ça peut être la peine de mort qui soit appliquée. Donc, ce serait dans le cadre, dans la logique même de la méthode chinoise. Alors, les médias également parlent de sources, n'est-ce pas, d'informations qui se présentent la fuite de données nucléaires comme un acte assimilable à de la haute trahison. Vous voyez? Et donc, le statut de ce numéro 2, n'est-ce pas, mais du général Zhang Youxiap, n'est-ce pas, peut jouer dans deux situations, dans deux sens. Soit en faveur d'un châtiment exemplaire, c'est-à-dire pour donner l'exemple aux autres, n'est-ce pas, qu'il ne faudra jamais, n'est-ce pas, faire ce genre de choses, n'est-ce pas, ou alors éviter de trop, ou alors une sanction qui va être, disons, une condamnation pour éviter d'exposer, n'est-ce pas, les failles du système chinois. Donc, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas, si on en arrive à ce point. Donc, ce sont les réflexions que font les journalistes et les journaux que j'ai pu lire à travers ce nombre de médias. Donc, sincèrement, on va dire que s'il est reconnu coupable d'avoir transmis des secrets nucléaires, notamment aux États-Unis, eh bien, possiblement, il pourra encourir la peine de mort, mais finalement, la décision sera à la fois politique et judiciaire. Donc, rien n'est encore assuré sur ce plan. Maintenant, quel est l'intérêt pour les États-Unis, n'est-ce pas, d'avoir ce genre d'informations? C'est-à-dire que, qu'est-ce que les États-Unis vont en faire? Alors, pour les États-Unis, ça leur permet, n'est-ce pas, de mieux comprendre et certainement de contourner éventuellement, n'est-ce pas, et même neutraliser une partie de la puissance nucléaire chinoise. Donc, reprendre, n'est-ce pas, c'est un avantage stratégique sur la Chine par rapport à sa stratégie nucléaire. Donc, on sait tous que Donald Trump a demandé à ce que les États-Unis continuent n'est-ce pas, à faire des recherches sur le plan militaire, sur tout le plan militaire, même sur le plan nucléaire. Donc, beaucoup de traités, n'est-ce pas, avec la Russie n'est-ce pas, est arrivé à expiration, sont arrivés à expiration. Le dernier qui reste, c'est le START, qui reste là, je pense que ça va expirer dans 1 ou 2 mois. Et la Russie a demandé aux États-Unis de renouveler cela, mais il y a une silence totale du côté de Washington, ce qui prédit qu'effectivement, les États-Unis sont prêts à pouvoir continuer, n'est-ce pas, cette, comment dire, c'est-à-dire essayer de renouveler son arsenal nucléaire, et donc ils ne vont pas s'arrêter simplement parce qu'il y a un traité qui existe, mais étant donné qu'ils ont également des informations potentielles venant de Chine par rapport au système nucléaire, ils pourront, n'est-ce pas, essayer de s'adapter par rapport n'est-ce pas, aux informations qu'ils ont pu obtenir. Mais comme le docteur sur le plateau l'a dit, la Chine pourrait également arrêter certains programmes si après enquête, il est clair que, n'est-ce pas, certaines données de certains programmes ont été diffusées. C'est possible que la Chine également arrête ces programmes-là et change de direction pour, n'est-ce pas, contrer l'adversaire. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet qui me semble très stratégique
Et donc, la Chine ne peut pas se permettre de montrer à la face du monde qu'elle a des vulnérabilités en son sein, notamment à ce stade, à ce niveau, n'est-ce pas, de relations avec, n'est-ce pas, le monde. Dr. Kissoussé, on ne perd pas de doute qu'il y a en sordine la question de Taïwan qui est véritablement qui reste le gros dossier, dans la grosse pomme de discorde entre Washington et la Chine. Alors la question que moi je voudrais clairement savoir, juste à côté peut-être de ces faux de ce faux sourire que laisse, de ce calme apparent qui régit entre les relations entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'il est que cet événement, cet épisode nous permet de comprendre que, quoi qu'il en soit, les États-Unis veulent absolument reprendre du poids de la bête, c'est-à-dire maintenir davantage la Chine dans son giron, finalement. Oui, mais vous faites bien de relever la question de l'île de Formose, qui est la Taïwan actuelle. Et quand on rentre dans l'histoire, c'était un arrangement, c'est-à-dire que c'était une compensation qu'il fallait faire à la Chine en lui donnant l'île de Formose. Et aujourd'hui que la Chine s'est dit, mais l'île de Formose, c'est pour moi. Alors les États-Unis s'opposent. Mais je dis, c'est encore très faux même de s'opposer à l'heure actuelle, dans la mesure où Monsieur Trump a tout légitimé. C'est-à-dire que la capture de Maduro a légitimé, et vous avez suivi un haut responsable russe le déclarer, que désormais, nous, on peut décider d'aller prendre Zelensky. Les États-Unis n'ont plus droit à la parole. Parce que Trump pensait avoir arrangé, qu'aujourd'hui se rend compte que son acte est un acte qui a créé, c'est-à-dire que la loi, nous sommes rentrés dans la loi du plus fort. Ça veut dire, aujourd'hui, la Russie peut décider de faire de l'Ukraine ce qu'elle veut et de capturer Zelensky. Mais juste que, comme nous connaissons la Russie, très soucieuse de la paix, très respectueuse envers les traités et les conventions auxquelles, n'est-ce pas, elle a souscrit, c'est-à-dire celles internationales. Vous voyez que la Russie est toujours en réaction, elle n'est jamais en action. Et elle réagit pour sauvegarder non son honorabilité, mais également sa sécurité nationale. Alors, il est normal aujourd'hui, alors où il est désormais légitime, pour la Chine de faire de la Taïwan ce qu'elle veut. Mais alors, rentrons dans le sujet. Les procédés, si tant il est vrai que ce monsieur, c'est-à-dire que ce général, ce haut général d'armée, les a trafiqués avec les États-Unis, c'est très dangereux parce que vous savez que dans ces programmes nucléaires, en fait, c'est des dossiers top secrets. Cela relève même les ambitions d'un État, de la vision d'un État et ses missions sur le monde, sur elle-même et même sa collaboration. Alors, s'il est vrai que c'est dehors, alors, ça veut dire que la Chine s'est exposée au monde. La Chine s'est exposée devant son ennemi et il revient à la Chine de se réadapter par rapport, n'est-ce pas, ou alors en face de cette menace, parce que c'est une menace. Regardez un peu la vitesse avec laquelle la science va aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous accusez une année de retard, aujourd'hui, vous avez accusé pratiquement sur le plan comptable 400 ans en science. Alors, si ces programmes, si ces dossiers top secrets sont à la portée des États-Unis aujourd'hui, sauf que ce qui peut nous conforter, c'est que le degré d'intelligence et la vitesse grand V avec laquelle, sur le plan scientifique, n'est-ce pas, la Chine va aujourd'hui, elle pourra se réadapter en ayant assez mal. Et ces événements surviennent à quel moment? Il faut le dire. Ils surviennent au moment où les tensions sont visibles. C'est-à-dire que nous ne tenons, le monde ne tient qu'au bout d'un fil. Il faut la goutte d'eau présentement qui va déborder le vase, comme on avait vu avec l'agression du prince de Sarajevo qui a complètement mis le monde dans la guerre. Donc aujourd'hui,
il suffit, regardez toutes ces tensions avec l'Iran et consorts, tout est tendu actuellement. Je vous dis, la goutte d'eau qui va déborder sera la bûchette d'allumettes claquée et que le monde prendra feu. Alors, en ce moment où chacun a besoin, n'est-ce pas, de ses ressources de confiance, c'est le moment où une histoire comme si celle-ci se souvient et que l'aîné docteur c'est un gars que est relevé tout à l'heure, c'est-à-dire que il a fallu une introspection en interne des soupçons de corruption qu'on se rende compte de ce que tout est dehors. Donc on ne se serait même pas rendu compte que la Chine un jour pouvait s'élever dans un affront et aller essuyer complètement une défaite cuisante. Nous n'oublions pas aussi que la Chine traîne un passé qu'elle ne veut plus revivre aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette appellation, n'est-ce pas, du géant au pied d'argile. Est-ce que la Chine est ce géant qui arrive à ce niveau, mais ne peut pas avoir des hommes de confiance qui peuvent garder le secret, capables de vendre la Chine? C'est tout ça aujourd'hui qui anime, n'est-ce pas, le statut du commandement chinois. Il s'est dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une malédiction que nous portons. Ces géants, nous avons tout, mais il suffit une petite secousse comme ça, que quelqu'un va vendre toute la Chine, parce qu'on ne sait pas ce que contenaient ces programmes, ce que contenaient ces dossiers, ce que contenaient, n'est-ce pas, attends, vous savez que lorsqu'on parle de l'arme nucléaire aujourd'hui, ou alors les armes nucléaires, dans les procédés, on va jusqu'à définir les quantités, n'est-ce pas, de ressources rares, les quantités de différentes composantes de ces armes que vous avez. Ce qui peut être très dangereux. C'est pour ça que j'ai dit, ce monsieur-là, je n'aimerais pas être à sa place aujourd'hui si il est vrai qu'il a eu à copiner avec les États-Unis d'Amérique. J'ai dit, je n'aimerais pas être à sa place parce que sa pendaison risque de ne pas être très simple. Ça reste une pendaison à outrance lorsqu'on connaît les Chinois. Je dis, et vous savez que chez eux, c'est très dangereux. Ça peut aller jusqu'à sa descendance. C'est-à-dire que éradiquer complètement toute la race. Donc, c'est un problème extrêmement sérieux quand vous suivez les informations ou les médias chinois aujourd'hui. Je causais hier, quand vous m'avez envoyé le sujet, j'ai fait vite d'appeler un petit frère qui est aujourd'hui dans une école d'ingénierie en Chine, qui m'a dit, vous parlez de ce problème parce que vous êtes à distance. Je le salue même en passant parce qu'il m'a dit qu'il devait suivre notre émission. Il m'a dit, vous parlez de ce problème parce que vous êtes à distance. Mais en Chine, c'est un boom. C'est un tollé général. C'est-à-dire que même, il me dit, même le simple commerçant de la rue en Chine est en train de parler seul. Parce qu'aujourd'hui, en Chine, c'est inscrit dans les programmes scolaires, dans les programmes éducatifs, que votre premier ennemi dans le monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Le premier ennemi du Chinois, c'est les États-Unis. Alors, face à ce problème-là, tous les Chinois se disent que, mais, qu'est-ce qu'il a pu, on a pu promettre celui-là, qu'est-ce qu'on a pu promettre à ces derniers qui n'en avaient pas en Chine? Alors, il faut dire que ce problème va remonter dans l'histoire. C'est ça que je vous ai dit. Ça va toucher jusqu'à ce fameux nom du géant au pied d'Achille. d'Agile. C'est-à-dire que comment est-ce qu'aujourd'hui on peut concevoir qu'une nation aussi puissante, et lorsqu'on sait que dans la formation des hommes en treillis, on va les former au point où honneur et fidélité. Ouais. Il va mourir avec la vérité dans la gorge. Ouais. Nous sommes déjà dans la guerre hybride. Que le gars va livrer des secrets. Non, non, nous ne voulons pas croire. Vraiment que cette histoire, après enquête, tombe que ce ne soit pas vrai. Parce que ça serait une déception totale pour les pays du Sud. Déception totale pour les pays du Sud. Docteur Achille, que je vous retrouve. Là, on a l'impression finalement que Trump ne lâche rien. Il fait semblant finalement peut-être de s'aligner derrière le rapport de force entre guillemets qui lui est servi vis-à-vis de la Chine. Du moins, c'est ce qu'on pouvait se faire comme il est juste ici. Mais on se rend véritablement compte qu'il y travaille à sa manière à lui, à l'effet de tenter de renverser ce rapport de force, puisque en ligne de mire, il y a la question finalement de la possession de l'île de Taïwan qui est véritablement en jeu aujourd'hui. Après, effectivement, ces errements du côté du Venezuela, il est clair qu'aujourd'hui, ça semble donner carte blanche à ceux qui auraient, entre guillemets, des idées peut-être
disons, parlons prosaïquement des idées de domination, alors des idées hégémoniques ou alors impérialistes, d'aller véritablement à la conquête d'autres territoires. Mais on le sait, pour la Chine, Taïwan, c'est une question de souveraineté intérieure, tout comme ça a été le cas pour la Fédération de Russie avec la question de l'Ukraine. Est-ce que derrière cette actualité qui traverse et travaille aujourd'hui la classe politique et même militaire du côté de la Chine, il y a en trame de fond la question véritablement de l'expression de l'hégémonie aujourd'hui de la République populaire de Chine, que ne semble pas véritablement accepter, on va dire, entre guillemets, Donald Trump? OK. Ça, c'est une très bonne question. Et ce qu'on remarque, c'est que le dénominateur commun de toutes ces trois crises-là, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui provoquent. C'est-à-dire, quand vous remarquez, vous regardez bien les échos des événements, les États-Unis se lèvent un matin et vont décider de vouloir admettre l'Ukraine au sein de l'OTAN. Tout ayant promis à Gorbatchev, n'est-ce pas, avant que le mur de Berlin ne soit détruit, n'est-ce pas, qu'il ne le ferait pas, qu'il ne ferait pas un seul pas vers l'Est. Et ça, c'est documenté, ce n'est plus un sujet à débat. Les États-Unis renoncent à leur engagement, même si ce n'était pas oral, même si ce n'était pas écrit, je veux dire, c'était un engagement verbal, etc. Mais gentleman agreement, comme on dit. Ils renoncent à ça et décident de pouvoir intégrer beaucoup de pays de l'OTAN, n'est-ce pas, de l'Est, n'est-ce pas, au sein de l'Union européenne, au sein de l'OTAN, etc. Bon, la Russie est obligée, n'est-ce pas, de se défendre. C'est-à-dire que en décidant, en voulant admettre l'Ukraine dans l'OTAN, ça menace la survie de la Russie. Donc, la Russie est obligée de se débattre, de se défendre et donc d'annexer la partie, n'est-ce pas, la plus, je veux dire, la plus russophile, n'est-ce pas, de l'Ukraine, c'est-à-dire la partie occidentale, ce qu'on appelle le Donbass. Surtout que cette partie a été, n'est-ce pas, victime de raids du gouvernement ukrainien pendant des mois et des mois, où on parle d'une estimation de près de 14 à 15 000 personnes qui ont été tuées, n'est-ce pas, gratuitement, et la langue russe est interdite d'être parlée, alors que ce sont des russophones, d'origine. Donc, la Russie réagit par rapport aux actions de Washington. Si on va maintenant sur le théâtre de Taïwan. Taïwan a été colonisé par les Anglais. Il y a eu une décolonisation qui a été mise en place et après un certain temps, Taïwan devait revenir à la Russie, je veux dire à la Chine. N'est-ce pas, les Anglais se sont retirés, etc. Les accords ont été signés. Tout le monde a reconnu, n'est-ce pas, que Taïwan appartient au Formose, n'est-ce pas, comme l'ancien nom était, appartient à la Chine, puisqu'on parlait de un pays, deux États, ou alors deux systèmes. Voilà, un pays, deux systèmes. Donc, du jour au lendemain, les États-Unis décident non, que Taïwan, écoute, il ne faut pas que Taïwan aille à la Chine parce que Taïwan est stratégique pour nous, parce Taïwan fabrique, n'est-ce pas, des puces extrêmement importantes sur le plan militaire, sur le plan stratégique pour les États-Unis. Ils ont une usine TSMC là-bas, qui fabrique n'est-ce pas, des pièces extrêmement importantes pour la sécurité militaire américaine et stratégique américaine. Donc, ils commencent à renéguer encore à leurs engagements. Et tout de suite, Taïwan, il faut protéger Taïwan, il faut empêcher la Chine. Ils créent un conflit, n'est-ce pas, out of nowhere, comme on dit. Hillary Clinton a fait un voyage là-bas, n'est-ce pas, pour exciter, n'est-ce pas, les populations là-bas, et dit que non, Taïwan doit rester dans le giron américain, la Chine ne doit pas, etc. Et puis, certains autres sénateurs ont commencé à faire le voyage là-bas, etc., pour créer ces tensions inutiles. Alors qu'ils savent que Taïwan, d'après les agréments, appartient à la Chine, puisqu'on a parlé d'un pays, deux systèmes. Maintenant, les États-Unis se lèvent le matin et vont annexer, et vont enlever le président Maduro du Venezuela. Donc, vous voyez que toutes ces actions sont provoquées par les États-Unis. Donc, on ne peut pas dire que, n'est-ce pas, la Russie a des visions hégémonistes. On ne peut pas dire que la Chine a des visions hégémonistes. Non, c'est les États-Unis qui veulent dominer le monde, mais là où elle ne peut plus dominer, elle fait semblant de pouvoir, d'être capable de dominer, mais elle faiblit.
Et on se rend compte que c'est la même chose qu'elle veut faire avec l'Iran également aujourd'hui. Vous voyez tout ce qui se passe à l'Iran, on essaie de créer une situation. Après, on va accuser l'Iran de X et de Y, alors que c'est eux qui provoquent tout cela. Donc, moi, je vous dis, le grand trouble fait dans ce monde aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est l'homme, c'est le pays qui crée l'insécurité avec l'homme à la tête qu'on appelle Donald Trump. Mais avant Donald Trump, déjà Biden était déjà là, n'est-ce pas? Et avant ça, Obama, etc. Donc, tous ces présidents américains qui créent toujours des tensions dans le monde de façon inutile. Inutile. Ils font des guerres inutiles qui ne servent à rien. On a attaqué l'Irak, on a tué 1 million de personnes, on a attaqué la Libye, on a tué le président libyen, on a détruit tout le pays. Tout ça, pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison fondamentale? Rien. Juste une perception de menace. Perception de menace imaginée. On a détruit l'Irak parce qu'on disait qu'il y a une menace selon laquelle, n'est-ce pas, l'Irak, n'est-ce pas, avait des gens d'Al-Qaïda, etc. Et ce sont qui soutiennent Al-Qaïda et qu'ils avaient des armes de destruction massive. Les armes de destruction massive que eux, les Américains, ont donné à l'Irak lorsqu'il y avait le conflit entre l'Irak et l'Iran. Ils ont fourni des armes de destruction massive à l'Irak et ils étaient certains que l'Irak en avait encore. Malheureusement, le pauvre général, n'est-ce pas, américain qui est allé aux Nations Unies, Colin Powell, a été obligé, n'est-ce pas, de faire son mea culpa par rapport à ce mensonge mondial. Et il en est mort avec cette honte-là. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est les États-Unis qui causent cela, qui sont toujours à l'origine et qui donnent l'impression que, voilà, lorsque vous réagissez, ils vous accusent d'hégémonistes, de vouloir, n'est-ce pas, se faire cela avec les médias occidentaux, alors que c'est les États-Unis qui sont à la base de tout ce désordre mondial. Donc, vraiment, je pense que la Chine n'a pas fait de guerre depuis 600 ans, elle n'a pas provoqué de guerre depuis 600 ans, elle ne va même pas attaquer Taïwan. Taïwan est là, c'est son voisin immédiat, ça fait partie de la Chine. Donc, elle n'a pas à se casser. Toutes ces gesticulations américaines vont se casser à un moment donné. La Chine, tout ce qu'elle a fait, c'est de rester tranquille et de s'assurer qu'elle a la protection, n'est-ce pas, de son environnement immédiat. Et elle est capable de pouvoir faire face aux États-Unis, quel que soit, n'est-ce pas, ce que les États-Unis, n'est-ce pas, mettent devant elle. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères chinois avait dit que la Chine ne va pas tirer la première salve, mais elle ne permettra pas aux États-Unis de tirer la seconde salve. C'est ça. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à votre question. Autant c'est rassemblant. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que la Chine, aujourd'hui, est trahie et toutes les nations, généralement les grandes nations, on procède par cette méthode-là. Encore que c'est la méthode des impérialistes. Vous le savez bien, la Chine n'a pas été impérialiste, elle n'a pas la culture impérialiste. Donc, regardez, vous avez la France, la Grande-Bretagne, pour ceux qui se sont taillés le luxe lors, n'est-ce pas, de la conquête de l'Afrique, c'est la France et la Grande-Bretagne. Bon, vous prenez les autres États qui étaient puissances européennes à côté, l'Italie, le Portugal et tout, d'autres puissants là. Mais quand vous prenez plus la France et la Grande-Bretagne, vous prenez le chef, le malhonnête en chef, les États-Unis, vous vous rendez compte que c'est la même méthode qu'ils ont toujours utilisée, c'est-à-dire des infiltrations en promettant beaucoup d'argent et subitement l'État visé tombe dans la trahison. C'est donc une interpellation qui que si cela est avéré et que ça arrive à la Chine aujourd'hui, nous connaissons cette trahison par les Africains depuis fort longtemps. Il faudrait comprendre que lorsque on a un adversaire aussi redoutable comme les États-Unis, il faut étudier les faiblesses et les forces de l'adversaire. Et l'une des forces des États-Unis, c'est cette infiltration. Ça, il faut le dire aujourd'hui, on ne peut pas, c'est une nation très forte dans l'infiltration. C'est-à-dire, quand les États-Unis veulent vous attaquer, il est difficile. Quand vous êtes un État fort qui résiste, voilà, il est difficile. Ça va toujours de l'intérieur. Vous le savez, même le cas du Venezuela aujourd'hui, les informations aujourd'hui à notre portée disent que c'est parti de l'intérieur, toujours l'armée vénézuélienne. Alors, on ne peut pas comprendre comment on a un adversaire qu'on décrit comme tous ces gens et qu'en interne, on a toujours des Judas qui sont capables de vendre le maître, quitte à revoir avec qui travailler,
Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'une nation comme la Chine, il y avait jusqu'à ce qu'on appelle les enquêtes de moralité et consorts. Mais comment les États-Unis ont pu s'infiltrer, ça veut dire qu'il ne faut pas négliger cet adversaire-là. Il est vraiment redoutable. Il faut revoir ses méthodes et il est temps vraiment de l'humilier parce que je dis, il y a un véritable aspect, Fabrice. Les États-Unis n'ont pas la culture de la guerre. Ils n'ont pas la culture de la guerre. Tous les peuples qui ont la culture de la guerre prônent la paix. La France a la culture de la guerre. Elle a fait les guerres. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie. Regardez tout cela. Et même les États africains face à la pénétration européenne. Vous savez, que ce soit la Première Guerre mondiale, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis se sont toujours positionnés en rapace. C'est-à-dire que vous tuez la proie et ils s'invitent. Alors, vous verrez aujourd'hui que c'est eux qui sont les premiers à vouloir donner des leçons et autres. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut une bonne fessée. Ils vont reconnaître leur place et ils sauront que la guerre n'est pas toujours ce qu'ils ont dans la tête. La guerre est très difficile, c'est quelque chose de très macabre. Alors, il ne faudrait pas qu'on s'aventure aujourd'hui à effrayer les autres. Alors, les véritables défis les attendent. C'est vrai que chacun utilise sa méthode qui lui semble le mieux pour affronter l'autre. Si eux, c'est l'infiltration, tant mieux. Mais il est bon que nos États, parce que moi je ramène toujours tout à l'Afrique, que l'Afrique se dise que voilà ce qui arrive, c'est ce qui s'est toujours passé. Il est temps de se positionner alors que le monde est en train de se fragmenter, le monde est en train de se reconstituer. Il faut aller du bon côté, le côté fort, et se positionner comme une véritable force qui peut faire chanter demain aussi ces États forts, parce que beaucoup de ces États forts hier étaient moins que nous l'Afrique aujourd'hui, et ils se sont hissés par des méthodes malhonnêtes. Nous pouvons nous hisser par des méthodes qui sont propres. Merci à vous, docteur Essoussé, pour ces analyses. Dans le cadre de cette édition, on regarde sur le monde, le tout premier numéro avec vous, en tout cas pour cette année 2026. On espère que l'aventure est partie pour durer. Docteur Achille, on commence à s'y habituer avec vous dans le cadre de nos programmes, que ce soit dans la version anglaise de Inside, tout comme dans la version française de Regard sur le monde. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir partagé avec nous ces deux sujets de réflexion qui étaient donc retenus le temps de cette édition de Regard sur le monde qui se refait. Merci à vous, amis téléspectateurs. Le rendez-vous étant pris pour la semaine prochaine, mercredi, ce sera effectivement 15h GMT. À très bientôt.